Bienvenue pour le dernier rendez-vous des Lundis de la mer du semestre 2014, du premier semestre. Donc ce soir, nous accueillons Guillaume Legrand, qui est responsable de la société TOUT, Transport à la voile, donc qui va nous évoquer et nous exposer les enjeux du transport à la voile au XXIe siècle. Alors il devait être accompagné de 2 autres intervenants, et donc comme vous voyez, il est tout seul. Donc voilà, donc on le remercie d'être là et de faire toute l'intervention seul. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, bonsoir à tous. J'espère qu'on va se régler tout doucement sur le micro parce qu'il y a à la fois un petit souffle et des choses comme ça. Hop, on va être pas mal. Oui, donc, alors d'abord, de la part des 2 autres intervenants, Ronan Lebacon, qui est le directeur du patrimoine à la région Bretagne, il est un peu sous la vague en ce moment. Il n'a vraiment pas du tout eu le temps de venir, il n'a pas pu être disponible. Et William Vogel, je viens de l'avoir au téléphone, il croyait que c'était demain, mais donc il vous demande de bien l'excuser. Et j'ai quelques points qu'il voulait faire passer. De toute façon, donc je vais évoquer. Il se trouve que je suis aussi adhérent de l'association, en fait, suite à notre dernier périple de novembre-décembre dernier. Donc on va aussi parler de Biche, hein, vous en faites pas. Et de Lorient en général, d'ailleurs, puisque c'est une ville qui est très importante pour nous. On m'a dit de commencer par me présenter. Peut-être présenter aussi le projet, pourquoi on en est venu là. Donc je vais faire ce qu'on me dit. Voilà, je m'appelle Guillaume Legrand, j'ai 32 ans, je suis natif de Brest. J'ai une histoire un peu particulière, au sens où très jeune je naviguais beaucoup avec mon grand-père, à 2. Ma grand-mère voulait vendre le bateau, mon grand-père ne voulait pas, alors il continuait, et puis à mes 8, 9, 10 ans on y allait quand même, et puis Pépé avait mal à l'épaule, et puis alors du coup, je prenais un peu le bateau en main, puis c'était super sympa comme histoire. Et je commence par là parce que je pense que si vous naviguez, si vous faites de la voile, la simple sensation de force qu'il y a même sur un petit bateau, hein, c'est un 6 mètres 20 en plastique, quand on envoie sur une écoute, quand on envoie un spi par exemple, est absolument incroyable. Ça semble assez petit, etc. Mais c'est d'une puissance qui est finalement assez difficile à décrire, qu'on peut mesurer à la limite, mais qui humainement est assez extraordinaire. Et donc, petit breton, en fait, pour des raisons familiales, je me suis retrouvé en Auvergne à mes 11-12 ans, loin de la mer, etc. Et donc à faire mes études, bien comme on me disait de faire, et à me spécialiser progressivement, vers mes 20 ans, sur le domaine de l'énergie. Et donc on était à l'horizon 2002-2003, au moment où il y avait le processus de Kyoto. Ça ne s'appelait pas encore comme ça. On parlait d'un grand sommet de la Terre, etc. Et on mettait aussi en place à l'époque on parlait de mettre en place un marché des émissions de carbone. C'est-à-dire que il y avait le cap and trade, comme il disait, c'est-à-dire on limite, on fige à un moment les émissions de carbone d'un pays, d'un secteur, d'une entreprise. Et à partir du moment où on va dépasser, il va falloir soit échanger, soit monnayer, soit couvrir face soit à des puits de carbone, etc., soit face également à des secteurs qui s'effondraient, de telle sorte à ce que par rapport à des émissions de 1990 à l'époque, on ne les dépasse plus. Il y avait aussi des notions un petit peu plus tard d'affichage carbone sur le premier mois quand Borloo était au ministère. On se rend bien compte que tout ça a subi une série d'enterrements de première classe. Donc, bonjour. Je me spécialise doucement, progressivement dans les énergies, cette notion cette intuition que non seulement les énergies étaient fondamentales à la compréhension géopolitique du monde, 2001 était passé par là, etc., qu'effectivement notre capacité à vivre de façon interconnectée dans ce qu'on appelle la mondialisation passe fondamentalement par cette énergie extrêmement intensive qu'est le pétrole, que sont les énergies fossiles en général. Certains nous parlent de la révolution du gaz naturel liquéfié en ce moment. Si vous voulez, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc tout ça se passe un petit peu au même moment.
Et donc, je me retrouve justement à travailler à Londres pendant 4 ans. J'étais pas trader, hein, loin de là, mais quand même dans la City. Sur justement, je commençais à travailler sur les marchés des fonds mutuels, etc. C'est pas que ma vie quotidienne me plaisait beaucoup, mais bon, c'est ce que je faisais. Et du fait de cet intérêt, de mon mémoire, etc., d'avoir vu aussi certainement, depuis que j'étais petit, certains anciens qui me parlaient de la Bretagne comme c'était avant, et puis de voir comment c'est devenu maintenant. Alors, effectivement, on parlait des algues vertes, des nitrates, etc. Et se rendre compte que finalement, tout est interrelié. Donc, je travaille donc sur le marché du pétrole, donc le marché soit de fonds cotés quotidiennement, soit tout simplement les marchés du brut léger et du lourd. Et donc j'avais 24-25 ans, bon, avec cette idée que bon, la vie c'est comme ça, il faut accepter un peu ce qu'on fait. Puis, c'est sûrement que ça, en fait, la vie. Et puis donc j'ai fait donc 2 ans, enfin 1 an et demi en Allemagne, donc je parlais allemand, j'étais un peu spécialisé sur le marché allemand. Et puis un soir, trop tard, enfin 20h, 21h au bureau, j'avais un client suisse avec qui je sympathisais, on finissait un peu ce qu'on avait à faire. Et puis il me dit, Herr Legrand, vous avez quel âge? Je dis, j'ai 24 ans ou 25 ans. Mais moi j'en ai 62. Et vous ne connaîtrez jamais ce que j'ai connu. Je dis, je me doute, enfin, c'est plus difficile pour nous, effectivement, le chômage, d'ailleurs le chauffage aussi, tout un tas de choses, c'était mieux avant, etc. Non, non, non. Donc suite à la Seconde Guerre mondiale, durant sa carrière professionnelle, une période tendancielle d'économie, de croissance économique quasiment exponentielle, a eu lieu pendant 35 à 40 ans. Et donc, lui me rappelait des fondamentaux justement sur le pétrole. La seule chose qu'on sait, c'est ce qu'on ne sait pas, hein. Les chiffres officiels sont des réserves, donc non pas prouvées, mais des réserves officielles. L'OPEP base la production quotidienne des grands pays, donc en gros de 70% des producteurs, proportionnellement à leurs réserves officielles. Et donc, on a eu notamment dans les années 80, début des années 80, ce qu'ils appelaient la guerre des quotas. Du jour au lendemain, l'Iran, qui faisait la guerre à l'Irak, doublait ses réserves officielles pour pouvoir produire quotidiennement 2 fois plus. Puis l'Irak, qui du coup faisait la guerre à l'Iran, multipliait par 3 ses réserves officielles pour pouvoir produire, donc avoir du liquide au quotidien. Donc évidemment, dans cette notion de jouissance immédiate d'une ressource limitée, ses réserves officielles. Et l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Venezuela ont tous suivi. Et depuis, ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, ils ont tous 100% de l'année précédente. Donc même si on en a beaucoup, qu'on en vend un peu, dites-nous que vous en avez 99,9% de l'année précédente, dites pas 100%. Il n'y a plus de découverte de champs géants comme depuis 1985 en Arabie Saoudite. On était donc durant la crise pétrolière de 73-74 en dollars constants, un baril à 43-45 $. Aujourd'hui, excusez-moi, ça vous semble vachement éloigné, mais en fait, c'est important, je pense. Aujourd'hui, on est couramment à 100-105 $. Donc, on est bien effectivement dans ce coût qui finalement pèse évidemment sur chacune de nos denrées, sur chaque pâte qu'on mange, sur chaque centimètre carré de nylon qu'on porte. Donc finalement sur notre bien-être, comme disent les économistes, c'est assez anxiogène, mais c'est assez important de réaliser que nous sommes de mémoire d'homme, c'est-à-dire que probablement les grands-parents de mes arrière-grands-parents n'ont pas connu l'époque qui précédait le charbon. 1 litre de pétrole, c'est le travail de 12 hommes robustes pendant 12 heures sans pause. Pour donner un ordre d'idée, on les fait tourner autour d'un cabestan pendant 12 heures. Ça fait à peu près l'équivalent de ce qu'on achète 1,28 € à la station Leclerc. C'est évidemment quelque chose qui est absolument miraculeux. Et qui est évidemment à l'échelle humaine, et donc sans même parler à l'échelle de la Terre, quelque chose qui est véritablement une sorte d'exponentiel. En 1750, on était 1 demi-milliard sur Terre. En 1850, on était 1 milliard. Et là, on nous dit, sans problème, on va être 10 milliards en 2050. Tout ça étant fondamentalement dû à une ressource miraculeuse qui est extrêmement intensive énergétiquement
et dont le seul problème est d'être limité. Donc effectivement, face à cette espèce d'anxiété fondamentale que ça peut créer chez des dirigeants, c'est un sujet qui politiquement est très peu porteur, globalement, on a du mal à proposer des alternatives, du fait de, j'allais dire, du côté absolument miraculeux de ces énergies fossiles. Donc moi le premier, enfin je veux dire, j'ai aucun souci là-dessus. C'est donc ça un peu une sorte de constat que je faisais, me disant que c'est probablement un des plus gros défis en fait, au-delà du chômage, du sida, enfin il y a toute une liste de défis de notre génération auxquels notre génération devait faire face à l'époque. Une raréfaction et donc une augmentation tendancielle du prix des ressources qui sont finalement le sang de l'économie, tel qu'on l'entend. L'économie n'étant pas une science, étant juste une idéologie qu'on entoure d'équations. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Cette économie mondialisée, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ça repose fondamentalement sur le transport maritime. Le transport maritime, c'est 90% de ce qu'on achète, globalement. Tout pris ensemble, c'est énorme. Il y a un mouvement de ville en transition, quelqu'un qui s'appelle Rob Hopkins. D'ailleurs, je crois que j'ai une photo de lui. Voilà, il est là. On est en train de charger de la bière. Mais justement, j'ai commencé, vous avez vu. Je suis à peu près fini là, ma présentation. Il est là avec les petites lunettes. Et donc, justement, alors ça, on est à bord d'un bateau qui s'appelle Tress-en-Bresse, qui fait 35 mètres de long, qui n'a pas de moteur, et qui est le seul cargo au monde qui n'a pas de moteur. Cargo au sens réglementaire. Donc, du coup, évidemment, c'est un bateau principalement néerlandais. Il a eu en termes de pavillon et en termes d'immatriculation des soucis. Il est passé sous pavillon Sierra Leone, l'immatriculation Panama. Et ça fait 6 ans qu'il fait le tour de l'Atlantique sans moteur. Il a une capacité d'emport de 33, disons 35 tonnes. Et il nous rapporte tous les ans, de l'autre côté, notamment des fèves de cacao, du rhum, etc. J'ai une tablette de chocolat que je vais faire tourner tout à l'heure. Vous êtes beaucoup, alors il faudra la partager. Et qui, le reste du temps, fait du grand cabotage européen et du cabotage interîle aux Antilles pour compléter les 12 mois. Rob Hopkins disait, donc, pour prendre le cas de l'Angleterre, alors vous voyez ces gâteaux anglais, là, avec une espèce de pâte, de couverture blanche, ils appellent ça le icing. Dans les années 50, on importait ce qui était précieux, ce qui venait de loin, et c'était quelque chose de marginal, finalement, dans ce qu'on achetait. C'était donc le glaçage du gâteau, tandis que ce qu'on achetait localement, ou du moins de façon relativement proche, c'était le gâteau, c'était ce qu'il y avait dessous. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On achète, j'allais dire, quelque chose qu'on connaît, dont on a un minimum de compréhension de façon complètement marginale. Ce serait le glaçage, et tout ce qu'on achète sinon, c'est le gâteau. Forcément, ça vient de très loin. Tout ça se base sur un transport maritime qui est extrêmement peu cher, qui ne vaut quasiment rien, qui est marginal sur l'ensemble des prix, qui passe par un gigantisme des porte-conteneurs et qui passe par donc une sorte de nivellement par le bas au niveau sécurité environnementale. On pourrait peut-être tout à l'heure parler des émissions notamment de dioxyde de soufre, d'oxyde de soufre, sans même parler des émissions de CO2. Pour en parler quand même, si le transport maritime était un pays, ce serait le 4e pays d'émissions de CO2 aujourd'hui. Donc il serait devant la France. Il serait au niveau de l'Allemagne à peu près, qui n'est pas un pays nucléaire parce qu'il y a du charbon, etc. Évidemment, tout ça n'a jamais été inclus dans le processus de Kyoto. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas sur la planète Terre, il faudrait dire qu'on est sur la planète mer fondamentalement. Elle est bleue, vue de loin, vue de proche, c'est une évidence. Mais tout ce qui se passe en mer, il y a eu d'autres exemples sur d'autres types de déchets à d'autres époques. Finalement, c'est comme un grand tapis sous lequel on va tout mettre. Donc cette idée des émissions n'est pas fondamentale, j'allais dire, c'est plutôt la conséquence de cette dépendance, on va dire, puisque finalement, pour un litre de diesel brûlé, il y a 12 kg de CO2, etc. C'est des sortes de rapports proportionnels. Ce qui nous inquiétait plus au début, quand on a voulu commencer le transport à la voile, c'est de savoir comment, probablement à moyen terme, c'est-à-dire de notre vivant, donc je vous présente Diana, qui est là, qui est ma collaboratrice, qui a cofondé avec moi ce projet qui était quand même concret au niveau de la documentation et de la façon dont on allait exploiter certaines routes, des produits,
en 2011 et on fait donc le premier transport en 2012 réellement entre l'Angleterre et Brest, pour vous dire. Il y avait 70 packs de bière. Ça a commencé très doucement évidemment. L'idée est de savoir comment traverser les océans à un moment, non seulement peut-être pour nous, parce que la thématique de l'avion dépend du même paradigme, mais surtout pour des marchandises. Comment éventuellement à terme, on pourra continuer de consommer quasiment sans modération du chocolat, du café, des produits qui ne viennent pas de loin. Là, on vendait ce chocolat. Là, il y a pas très longtemps ici, il y a des gens en Bretagne qui nous disaient non, nous on préfère faire du chocolat local. J'ai rien dit. Parce que des gens vivent encore dans ce mythe finalement c'est local le chocolat y compris. Ça pousse assez mal au nord de la Loire le chocolat. Et d'ailleurs au sud aussi. Alors, quelle idée folle nous a prise de commencer à faire du transport à la voile. Ce qui est important ici, c'est d'essayer d'expliciter la vision qu'on a sur un long terme. Mais avant ça, il faut la décliner en moyen et surtout en court terme. Quand on se retrouve en 2010 à dire on va mettre en place des lignes de transport à la voile et on va imaginer de mettre en valeur une logistique par certains processus, je vais vous en parler, ça relevait globalement de la folie douce, où je vous raconte pas, en l'occurrence, ma grand-mère. Quand je lui ai dit, on va créer une entreprise de transport à la voile, mais trouve-toi un job, ou si tu passes ton bac, j'avais mon bac, mais c'était un peu ça, quoi. Enfin, arrête tes rêveries. L'idée à long terme, je vais vous montrer un bateau par exemple, parce que du coup je vais avancer un peu. Hop, il est là, ça s'appelle un Ecoliner, c'est l'étape 3 qui en était, parce que comme ça me permet de faire une incise. C'est un bateau, ça, qui est donc un cargo à voile. Là, il y a 170 conteneurs, c'est 148. Alors, il est tout petit, enfin, ça faisait partie d'un argumentaire que je vais dérouler après. Il y a 148 mètres hors tout à peu près, il y a 4 mâts. Donc, vous voyez des mâts comme particuliers, avec des vergues cambrées, avec des mâts qui pivotent, donc avec des retours au cockpit, donc il n'y a plus réellement de boot. Par contre, c'est un bateau qui peut permettre de garantir, qui serait hybride, qui aurait quand même une motorisation diesel, qui permettrait de garantir une diminution moyenne sur une transocéanique de 70%. Voilà, entre guillemets, non pas le rêve, mais la vision. Seulement, en 2010, comme maintenant, j'allais dire, même si on a un petit peu avancé, construire un bateau comme ça relève, on va voir des financiers, des banquiers, des gens un petit peu sérieux, n'est-ce pas? Ils nous disent, mais voilà, on remballe tes dossiers et puis rentre chez toi. On vit à l'ère du dernier Maersk ou du Jules Verne, là, qui fait 410 mètres, 413 mètres de long, qui transporte 20 000 conteneurs, et qui finalement, même si on le rapporte, même si avec un voilier très petit, on va émettre un tout petit peu rapporté à l'unité de volume transportée, on n'est même pas finalement complètement certain qu'on va être aujourd'hui plus efficace qu'un grand cargo. Le seul problème, c'est que jamais on ne propulsera un grand cargo sans pétrole. Tandis qu'un grand voilier, on peut tout à fait l'imaginer. Donc, il était important pour nous de commencer tout de suite, c'est-à-dire de faire du concret. Je présenterai éventuellement après qui sommes-nous plus tard. Voilà. Parce que du coup, il y avait d'autres personnes, et puis je me lâche un peu. D'identifier certains voiliers, des grands voiliers, qui survivent, bizarrement, qui sont devenus une sorte de mix touristico, folklorico, patrimonial, on va dire, mais qui sont encore là, bizarrement, dans une sorte d'époque où j'allais dire des valeurs, où la culture sont justement un peu démonétarisées. Il y a cet attachement assez bizarre dans certaines régions, dont la Bretagne évidemment fait partie, mais ce n'est pas la seule, loin de là. Évidemment, les pays du Nord, enfin, les Scandinaves, les Hollandais, les Anglais, les Portugais, les Espagnols aussi, ont décidé, à fond quasiment perdu, de garder cette réminiscence du passé, parce que quelque part, est-ce par nostalgie, ça nous émeut en fait. Est-ce que c'est parce que ça explique aussi la façon dont nos ancêtres se déplaçaient, dont ils faisaient des échanges? Est-ce que ça explique la découverte de l'Amérique? Est-ce que ça explique la façon dont s'est construite notre grande histoire?
Alors c'est là où Ronan Le Bacon normalement intervient, et où il vous expliquerait ce que c'est le patrimoine. Le patrimoine, justement, qu'il soit matériel, immatériel, tient justement une sorte d'attachement qui est difficilement quantifiable à des chapelles, à des... alors il en parle mieux que moi, à des édifices, et notamment à des bateaux, auxquels des populations ou des groupes humains vont s'attacher, et qui sont évidemment décorrélés de la logique économique des choses, parce que sinon la logique économique est de détruire pour reconstruire par-dessus, ou de laisser, il n'y a aucun intérêt. Par exemple, Biche, il n'y a aucun intérêt économique à avoir Biche aujourd'hui. Enfin, par contre, il y a quelque chose qui est certainement fondamental peut-être à l'identité de certains Lorientais, des Groisillons, à une sorte de fierté de ville, la recouvrance à Brest, donc voilà, le Bélem à Nantes, qui parle aussi d'un âge qui peut-être encore une fois on est dans l'embellissement d'un âge passé, mais où on ne sait plus faire aujourd'hui, on navigue très mal à la voile traditionnelle. Hein. Ce savoir-faire est en train de se perdre. Un peu de gens s'y intéressent, ce qu'on appelle une basse technologie, ça se transmet mal, difficile d'écrire un manuel pour naviguer sur Biche. Il vaut mieux aller faire une saison sur Biche pour vraiment comprendre le bateau. Donc ça c'est très Sombresse en l'occurrence. Hein. Donc vous voyez, c'est un bateau qui n'a pas de moteur, en gréement brigantin. Il y a 7 km de bout, c'est assez complexe, enfin c'est assez complexe. Ça se comprend instinctivement, mais c'est quand même quelque chose qui relève véritablement d'un savoir-faire et voilà, de cette capacité qu'ont eu les hommes et qu'ils ont encore, j'allais dire, certains endroits à naviguer sur ces bateaux-là. Donc on se dit, il existe des bateaux du patrimoine, dont les périodes d'exploitation de ces bateaux-là, c'est 2 mois et demi ou 3 mois par an. C'est de l'affrètement à quai par des entreprises qui veulent vendre leurs produits, ou des gens très riches, enfin pas plus ou moins riches, des promenades en mer, des choses comme ça. Et il y a cette espèce d'existence culturelle, la capacité d'embarquer sur ces bateaux-là, mais en même temps, ces bateaux ne travaillent plus, en fait. Ils ne sont plus du tout dans ce pourquoi ils avaient été construits. Nous, on se dit, bon, on se met un objectif qui est complètement fou, hein, j'allais dire d'un point de vue stricto sensu économique, qui ne l'est pas, j'espère peut-être vous le prouver, d'un point de vue long terme. Parce que j'ai bien aimé d'ailleurs, Annick, l'intitulé de la conférence ce soir, merci encore, le transport maritime à la voile au XXIe siècle. Le XXIe siècle. Donc on est en 2014, ça nous laisse prospectivement 85 ans. C'est pour ça qu'il n'est pas complètement bête de réfléchir aussi à la façon dont on va déplacer des choses, c'est-à-dire faire de la logistique, faire du fret, sachant que globalement une génération est incapable de penser à l'aune d'une génération. C'est-à-dire que 25 ans, c'est quelque chose qui est pour tous j'allais dire les analystes prospectifs complètement dans le flou. Donc 5 ans, donc 75, voilà, 85 ans. Voilà entre guillemets la vision qu'on propose. Il existe ces voiliers, ils coûtent cher, ils sont affrétés en promenade à la journée, il y a même des termes plus péjoratifs pour dire ça, il y a des affrètements à quai, et eux-mêmes, c'est un des deuxièmes points que voulait dire William d'ailleurs, d'un point de vue financier, c'est difficile. Nous on naviguait avec Biche en novembre et en décembre. Il a fait très beau, il n'a jamais plu. Il y avait des vents réguliers, ça soufflait de nord-ouest pour descendre à Nantes, de nord-est quand on revenait, c'était particulier. Enfin, c'était parfait, je veux dire. Mais on avait vraiment... enfin, c'était même vraiment important pour le propriétaire, pour l'armateur du bateau, d'avoir ce petit revenu, cette petite diversification et ce rallongement de la saison. Et donc nous, on a une stratégie finalement assez opportuniste au début, commencer par dire à tel bateau ou tel bateau, écoutez, voilà, on a tel fret à tel endroit, est-ce que ça vous intéresserait de le transporter? Alors, c'est pareil, dans le monde des bateaux de travail, vous êtes complètement fou. Ou alors, nous, c'est 5 000 € par jour. Alors là, il y en a pour 20 jours, donc voilà combien ça va vous coûter. Je dis, bah non, on a du vin à transporter, à combien va finir la bouteille de vin? Enfin, essayez de... mais par contre, d'autres bateaux nous ont compris. Je pense notamment à ce Tresson-Bresse, qui est un navire hollandais. Ça fait que très peu de temps qu'on navigue avec des bateaux français, pour des raisons principalement dues à la réglementation française et peut-être aussi une certaine inertie des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles pourraient être mais ne le seront pas.
une capacité à dire non ou à justifier le non qui est assez poétique. Et donc la logique, au-delà de toute militance dans le transport à la voile qu'on a voulu mettre en place, on n'est pas en train d'aller contre ou de dire oh les salauds, oh vous êtes tous, le monde est pourri, ou on va mettre une bombe au siège de CMA-CGM à Marseille. C'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est d'essayer de transférer la valeur ajoutée environnementale pour nous, c'est-à-dire d'un bilan carbone maritime drastiquement réduit. Certains pourraient dire une valeur ajoutée peut-être sentimentale, une valeur ajoutée peut-être affective. Pour nous, fondamentalement, elle est environnementale. Il y a aussi peut-être une notion de marketing, on va dire, sur le marché. Parce que si on arrive à transférer quelques, admettons, 20 centimes par bouteille de vin qui arrive à Copenhague, parce que c'est surtout ce qu'on fait. Je vous parlais de notre planning au mois de juillet. C'est pour ça que j'ai failli pas venir. Si on arrive à justifier, peut-être par une labellisation, que telle bouteille de vin vaut 20 ou 30 centimes de plus que quand elle sera venue en camion et que des gens trouvent un intérêt à ça, pas uniquement parce que ça fait chic, etc. Le vin est particulier parce qu'il a tendance à se bonifier en plus, mais parce que des gens se disent, bon, le vin étant un produit philosophique, c'est des vins qui sont bons, qui sont nature, c'est des vins qui en couronne danoise, je ne sais pas combien ça vaut, mais quand ils sortent hors taxe et déjà hors TVA, mais sans accise au Danemark, des bouteilles qui sont à 7-8 euros ici en France, certaines plus. Si on imagine qu'on y rajoute 30, 40 centimes, admettons, sur le produit final, il n'y a pas mort d'homme. Et ça permet aussi, finalement, de façon concrète, de soutenir des lignes de voiliers qui partent de France pour la Scandinavie. Si on arrive à créer ce lien entre le produit final, ce transfert de valeur ajoutée, on va progressivement arriver non seulement à remplir des bateaux, donc Tresson-Bresse est plein comme un œuf, un peu grâce à nous, notamment l'an dernier, et arriver progressivement à avoir, comme ils disent, un tour de table. Et on travaille avec pas mal d'architectes navals, on travaille avec des crowdfunders, on travaille avec des marins pour réfléchir, non pas à la façon dont on va construire l'écoliner, le grand truc vert avec 4 mâts à vergue cambrée, mais probablement à une étape intermédiaire. Donc voilà. Et donc du coup, je vais vous présenter quand même notre activité. Pour commencer. Nous, notre boulot, fondamentalement, pour l'instant, c'est des affréteurs. On a pris la décision de ne pas être propriétaire, même partiellement, de bateaux. Parce que déjà, ça demande suffisamment de travail, de savoir préparer un transport à la voile, c'est-à-dire un transport qui implique non seulement la dimension logistique, mais aussi une dimension, j'allais dire, de communication, une dimension de calcul carbone, de bilan carbone par exemple, de capacité à documenter ce qu'on fait pour que justement on arrive à s'en sortir. Donc on parle là du Tresson-Bresse, voilà, c'est-à-dire 3 hommes, c'est une longue histoire, cette brigantine qui était à l'image tout à l'heure. Et l'idée aussi est d'investir à la fois du temps, de l'argent, de l'énergie sur certaines routes commerciales qu'on ouvre et auxquelles on croit. Donc là, je vous parlais de la ligne Transmanche. 6 fois, déjà, on a importé de l'ale, de la bière bio anglaise, qui marche très bien chez les Bretons aussi anglophobes qu'ils fussent. On exporte, donc là ça va faire la 4e fois au mois de juillet, Tresson-Bresse revient à Douarnenez, 15 000 bouteilles partent vers Copenhague, et en septembre à nouveau un bateau français cette fois-ci, pour la première fois partira à Stockholm sur du vin. La transatlantique, donc c'est le moment, hop, je vais vous laisser le casser et puis le faire tourner. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4 x 8, il y a 32 carreaux. Je pense que vous ferez des demi-carreaux. Alors, il est un peu fondu dans la voiture. Mais c'est bon, il s'est resolidifié. Donc ça, c'est un chocolat dont les fèves, que les choses soient claires, traversent l'Atlantique. Donc il y a 75% de chocolat qui traverse l'Atlantique à la voile. Donc il est bio, etc. Il est en monocépage. On apprend qu'il y a des cépages dans le chocolat, notamment. Il vient de République dominicaine. Il y en a 7 tonnes tous les ans qui viennent à bord du bateau dont je vous montrais. Ce qui fait que
c'est un chocolat notamment, enfin je ne vais pas vous faire l'article avant que vous le goûtiez, mais vous verrez. Il est assez extraordinaire. Mais en plus, il y a l'identité du bateau qui est dessus et on va dire l'espèce de plaisir qu'il peut y avoir aussi finalement, avoir un produit qui soit transporté à la voile, non justement comme Yannick me disait parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il y a aussi une notion d'action concrète et immédiate pour peut-être un beau bateau, peut-être pour quelques grammes de CO2 en moins, et peut-être pour un mouvement d'ampleur qui naît à une échelle, on va dire, régionale puis internationale. Le défi, comme je vous disais, c'est d'arriver à différencier un produit. Au Danemark, quand un camion arrive, quand le Tresson-Bresse arrive, rien ne ressemble plus à une bouteille de vin qu'une autre bouteille de vin. C'est-à-dire que si on imagine qu'on a un client importateur là-bas, ce qui est le cas, d'ailleurs il est vendu au Noma, certains de ces vins transportés à la voile. Le Noma, il a été élu, là, c'est le meilleur restaurant du monde pour la 6e fois, avec plein d'articles plus ou moins. Vous avez peut-être vu ça passer, c'était il y a un mois ou deux. Rien ne ressemble plus à une bouteille de vin qu'une autre bouteille de vin. Même si le goût est légèrement différent, le bilan carbone ne s'affiche pas. Mère Nature ne vient pas frapper à la porte des gens peu sobres ou peu vertueux d'un point de vue environnemental. Donc il est important pour nous d'essayer de justement, et puisque la logistique, toute chose étant égale par ailleurs, dans un système, on le sait, de standardisation systématique à la fois de la production, j'allais dire de biens, hein, mais là dans le cadre du service, on est dans de la conteneurisation, on est dans tout est égal, tout travail est égal à une autre heure de travail, tout travailleur est égal à un autre travailleur, ce qui prime par-dessus, c'est le capital. Donc il est important pour, j'allais dire, le transport maritime, d'être anonyme, d'être opaque. Il y a plusieurs raisons à ça. Les chargeurs hein, ou les fretteurs n'ont souvent pas intérêt à ce que les gens puissent savoir d'où vient, pour des raisons de secret industriel, d'où viennent leurs marchandises. Et la confidentialité est aussi dans l'intérêt de l'armateur qui ne veut pas se faire piquer de clients, globalement, parce que c'est un monde extrêmement compétitif. Nous, donc voilà, on est sur, si on s'y prend bien, on peut faire traverser un conteneur. Donc un conteneur, vous situez à peu près la taille, c'est donc un 40 pieds, ça fait 12 mètres 30 et quelques, ça fait, enfin vous avez tous vu des conteneurs là. Hein. On peut, si on s'y prend bien, faire traverser l'Atlantique à un conteneur pour 350 €, pour un ordre d'idée. Nous, l'idée, c'est de ne pas faire une concurrence frontale ou de s'aligner sur le transport conventionnel, parce que sinon, il n'y a aucune chance. Enfin, je veux dire, Tresson-Bresse fait à peine un gros conteneur, on va dire. S'il fallait qu'on s'aligne, on va dire 500 € pour une transatlantique sur un bateau comme ça, bon, ben voilà, il n'y a même pas de quoi payer une semaine d'avitaillement. Et encore, c'est pas pour impliquer tout le reste de la maintenance, etc. Et sans même parler du salaire du capitaine ou du cuistot, qui sont d'ailleurs les deux seuls payés à bord. Le second a un peu aussi. Donc il est important pour nous d'avoir des produits qui soient en fin de chaîne, pour chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on va dire, des produits transportés à la voile. Ça oblige personne, on n'est pas militant, mais je sais qu'on a à Lorient, on a des très bons amis ici, en la personne des Biocop, qui achètent pas mal de nos produits, notamment ce chocolat y est. Il y a des vins labellisés transportés à la voile. Il est important pour nous de pouvoir justifier la valeur ajoutée qu'on met dans de la logistique, ce qui n'est jamais fait ailleurs, que ce soit d'ailleurs en cabotage régional, c'est le camion. Hein. On pourrait parler d'écotax si vous voulez. Ou évidemment sur le transport maritime par rapport aux porte-conteneurs ou aux grands caboteurs européens par exemple. Jamais quelqu'un va vouloir mettre en avant son type de logistique parce qu'il est plus sobre, plus beau, plus avantageux. Donc nous, tout le défi, on va dire, a été de commencer par construire des outils pour faire du transport à la voile. C'est pour ça qu'on crée un label. Donc ça pose la question du label. Le label, est-ce que c'est une étiquette? En anglais, le label, c'est une étiquette. En l'occurrence, non, ça correspond à un cahier des charges. Il n'existe pas de label de transport. Donc une feuille blanche devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Un label bio, c'est un label agricole. Un label équitable, c'est un label d'économie locale. Donc voilà, on est des certificateurs de transport aussi, de telle sorte à ce que les gens, je vais vous le présenter rapidement tout à l'heure, puissent, en l'espèce, le cas du Biche en l'occurrence, parce qu'on a évidemment le label du Biche, du transport qu'on a fait avec le Biche, pour que chacun, s'achetant sa bouteille de vin transportée par Biche, puisse pas uniquement avoir la bouteille de vin, le goûter, il est très bon, on a un moment de convivialité, hein,
Mais on a aussi accès à toute une information, l'heure et la date de chargement, l'heure et la date de déchargement, le journal de bord, la route, la navigation, les manœuvres, la trace GPS, les fichiers météo, le journal de bord, j'ai déjà dit. Mais ça, c'est très important, parce que c'est justement, moins il y a d'informations, moins ce qui va être bien fait va être capable de transiter vers la dernière personne. Donc finalement, moi comme vous, on se retrouve à acheter des produits qui viennent de Chine, donc on paye le transport, mais même si ça nous intéressait, on ne pourrait pas savoir par où c'est venu. Si ça a été plus ou moins bien transporté, sans me parler de la voile, si c'était un bateau avec une carène un peu profilée, si c'était la CMA ou si c'était Maersk, par exemple. Quand on était justement à Exeter, lors de chercher notre bière, là, une des premières fois, je me suis retrouvé sur un plateau de radio et un des invités était professeur de géographie à l'université d'Exeter. Il avait mis deux classes de master, donc 40-50 étudiants. Il avait acheté 5 produits en Chine, un t-shirt, un sac plastique, etc. Et il leur avait dit, votre devoir de votre mémoire cette année, ça va être de tracer le produit. Comment il arrivait en Angleterre. Ah, donc au bout d'une semaine, les étudiants ont dit ça a été fabriqué dans le Guangdong, telle fabrique de machin pour le t-shirt, le sac plastique à tel endroit, d'accord. Et ensuite, comment il est venu en Angleterre. Et donc 6 mois ou 7 mois plus tard, l'année universitaire passant, les étudiants n'ont pas réussi, même les meilleurs, à savoir comment était venu le produit en Angleterre. Donc en ça, quelque part, on nous confisque une information qu'on pourrait tout à fait nous donner finalement. Il y a peut-être des gens que ça intéresse de savoir comment leur produit Made in China vient. Et bien même si vous cherchez, vous ne trouverez pas. Nous, l'idée, c'est de dire, si, on va vous dire comment ça vient. Voilà, alors là, c'est les valeurs rapidement. Ouais. Donc forcément, quand on fait du transport à la voile, il vaut mieux être humble, parce que sinon, on a vite un gros coup de déprime. Enfin, Léo, correspondant à un débat, c'est à peine quelques gouttes dans le transport maritime mondial, ce qu'on fait. Donc, et à l'humilité correspond aussi une certaine dose de réalisme, c'est-à-dire que justement, la conscience de la capacité d'emport infinitésimale, la souplesse quasiment nulle, la lenteur, les équipages pléthoriques qu'on a, implique quand même de devoir un certain réalisme. En sachant que si par exemple on buvait trop de tasses d'eau salée de suite, c'est-à-dire si on arrêtait, peut-être qu'il y aurait quand même pas mal de personnes qui seraient déçues. Et il y a énormément de travail qu'on a investi, qui sont des dossiers ouverts, qui ne sont pas faits, qui ne sont pas concrétisés, et qu'on a sous le chapeau, écrit quelque part, et qui n'attendent plus que comme la graine, un peu de soleil et d'eau pour sortir. Donc il faut être réaliste et réussir à faire de l'argent, ou pas en perdre au moins, ce qui n'est pas facile quand on fait du transport à la voile. On n'a jamais, alors voilà, jusqu'à très récemment, dans cette logique d'être en phase avec la réalité du marché, entre guillemets, on n'a jamais voulu être subventionné. On n'a jamais fait de démarche. Nous, on n'est pas subventionné. On mange un peu des cailloux. On sait qu'on a du pain noir à manger. On en a mangé quelques années. Et on a encore certainement des années de pain noir à manger, c'est évident, mais on est conscient de ça. Du moment qu'on espère qu'un jour, il blanchira un peu, c'est un peu ça. Nautisme en Bretagne, conseil régional de Bretagne, notamment dans le cadre de Biche. Et là, donc, parce qu'il faut que je vous parle de l'actualité. Je ne sais pas ce que je fais ici, mais on a une actualité hyper brûlante en ce moment. Après-demain, en fait, Notre-Dame de Rumingol, que vous connaissez peut-être, appareil avec nous. Et on va chercher 12 tonnes de sel, c'est 10 tonnes de vin et plein de choses. On va naviguer pendant 23 jours sur Rumingol. Après 5 ou 6 mois de boulot avec eux pour savoir dans quelles conditions ça allait se faire. Que je ne perde pas le fil de ce que je dis, parce que des fois c'est un petit peu dur. Avant de parler d'actualité, je parlais de quoi là ? Oui, de réalisme, effectivement. Donc voilà, oui, je saluais Nautisme en Bretagne et la région Bretagne, qui nous ont dit en octobre dernier, les jeunes, ce que vous faites quand même, c'est pas mal, parce que ça permet justement une diversification de l'activité des bateaux, qui est globalement purement promotionnelle et surtout touristique, qui est extrêmement limitée dans le temps. C'est des bateaux meubles, des bateaux que... je suis enregistré, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais des bateaux qui naviguent très peu, qui font quelques dizaines de milles maxi en moyenne par sortie, et qui... Alors,
c'est évidemment pas la faute des marins, j'allais dire ni même des armateurs. Chacun fait ce qu'il peut par rapport à ce qu'on a, par rapport à la façon dont on peut imaginer des sources de revenus. Les marins ne rêvent que de faire du fret jusqu'à New York, etc. Ça, c'est pas évidemment. Il y a plein de gens qui voudraient que ça se passe comme ça. Après, il y a une sorte de principe justement de réalisme économique. Et donc nous, les gens de la région Bretagne, notamment Ronan Le Bacon, Philippe Rodet, Notissement Bretagne, nous ont dit bon, vous naviguez de mars à avril sur ces grands bateaux. Là, c'est assez exceptionnel. On est en juin, on finira en juillet. Il y avait un trou dans le planning de Rumingol. Donc tant mieux pour nous. On naviguait en novembre-décembre avec Biche. Ça permet déjà d'allonger des périodes d'exploitation. Ça permet de faire parler du bateau. Biche à Nantes, Biche à Roscoff, Biche sur France 3, Biche sur Le Parisien, etc. Ça permet de faire connaître le bateau et qui sait peut-être un jour d'avoir des gens qui s'intéressent au bateau, adhèrent, viennent naviguer, etc. Et ça lui permet, parce que nous on a payé Biche, il faut bien dire ça, hein, quand même, nous notre objectif c'est d'essayer d'avoir plus de revenus que le coût de l'affrètement. Que le coût de l'affrètement. Donc un bateau ça coûte très cher. Hein. Il y a un certain plancher sous lequel on ne peut pas descendre en termes de coûts journaliers. Donc ça c'est un petit peu notre défi. Mais en même temps de bien faire comprendre aussi à l'armateur qu'on n'est pas un client tout à fait normal. Il ne faut pas nous dire ça c'est... Si vous allez voir un bateau, il y a plusieurs niveaux de prix. Hein. On va vous dire ça c'est le prix. Ah puis en fait non, il y a un autre prix. Puis en fait non, il y a ce prix-là aussi. Ah d'accord, mais alors après si j'achète en gros, si c'est pour 30 jours, ah d'accord. Donc, et puis surtout, ils apprécient probablement aussi l'espèce de valeur qu'on met derrière, de remettre les choses au travail. Et notre vision, j'allais dire, un petit peu sereine du XXIe siècle, même si évidemment les vieux gréements tels qu'on les appelle, ou les voiliers de charge, ne feront pas à eux seuls, loin de là, la révolution du transport maritime. Donc, la coopération, alors dans tous les petits mondes, vous savez, il y a toujours son petit lot de croche-pattes, etc. Donc, nous, voilà, on n'a pas du tout le délire dominant ou d'ego, etc. On essaie de faire travailler le plus de gens possible derrière ça, le plus de bateaux, etc. Et la persévérance, encore une fois, il ne faut pas rester sur le champ de bataille parce que ce serait dommage pour tout le monde, en fait. Voilà, donc ça, je vous en ai déjà parlé sur Tresson-Brest. Voilà l'intérêt, voilà comment. Donc je passe. Ça c'était il y a très longtemps, enfin c'était il y a 1 an et demi. C'était à peu près les gens. Alors chaque petite étiquette, chaque petite pastille équivalait à un point de vente de nos produits. Donc vous voyez un peu où on est placé. Donc vous voyez qu'à Lorient, cherchez-les. Il y en a quand même beaucoup. Donc surtout sur le Grand Ouest, à Paris, etc. C'est sans compter des gens là maintenant en Angleterre, en Allemagne. Et c'est une carte qu'on n'a pas mise à jour pour les mêmes raisons que dans un petit monde. Généralement, les gens viennent gentiment récupérer les infos par derrière. Voilà. Alors, voilà. Alors c'est ce que j'expliquais aussi. Je vais vous montrer tout de suite la page du label de Biche. C'est encore mieux. Voilà. Alors voilà, on était... Vous voyez, c'est une étiquette qui ressemble à ça, dont la partie blanche ici comporte un code, un flash code, la silhouette du bateau, le nom du bateau, que vous trouvez sur des conserves, que vous trouverez sur du safran, que vous trouverez sur des confitures. Je parle là d'un transport à la voile équivalent avec Rumingol. Je peux faire passer ça là si vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est plus... si jamais vous l'embarquez, mais ça... Je vous laisse faire tourner, si vous voulez, on n'en a pas beaucoup, vous faites tourner. Et ça c'est justement le chocolat. Si vous voulez lire le chocolat que vous allez manger, il y a un blabla, une vidéo ici, hop, du bon là, une sorte de résumé général, hop, je vous mets tout ça là. Donc, pareil, hein, pour n'importe quel distributeur ou partenaire avec nous, quel intérêt de travailler avec nous? Certains ont bien compris, c'est le coût. Ils travaillent une fois avec nous. Ils prennent 3 photos. Ils disent « Ouais, je fais du transport à la voile, moi. » il nous est arrivé dans certaines caves d'aller vendre 2 caisses de muscadet. Enfin bref. Pas d'amertume, le vin était bon. Oui, non, mais je vais descendre. J'explique le principe du label, quand même. Donc voilà, il est là, en fait, hein, c'est ça. Là. Ah ouais, on est un peu trop vite. Il est là, il ressemble à ça, c'est un autocollant contre sur les trucs. Et avec 3 caisses, machin, il n'est rien de plus facile que de retourner la bouteille, d'aller sur Google, d'appeler le vigneron et d'en faire venir 2 palettes par camion. Ce que beaucoup de gens ont fait. Donc il y a toute une partie de notre travail qui est de trouver des produits, d'aller les proposer via des catalogues à beaucoup de gens qui après, bah, évidemment, prennent le dessus en se disant « Ah,
rien à foutre, je suis mort de faim, voilà, on va aller négocier avec le vigneron, on va faire venir ça en camion et je fais du transport à la voile. Donc on cadre aussi énormément là, notre activité. Dans ce truc de la feuille blanche, il est important pour nous de commencer à poser des briques. Donc justement, nous on s'engage à faire 2 tours de Bretagne par an. Et on demande aux gens avec lesquels on travaille de travailler avec nous sur certains produits qu'on leur propose. Donc voilà, c'était 550 000 qu'on avait fait tout autour de la Bretagne. Ça c'était, alors on dit tout le temps l'âge du capitaine, etc. C'est important pour nous d'humaniser. On donne pas son âge, mais on donne quand même, on met quand même sa photo. Donc c'était un tour de Bretagne au départ de Lorient. On a été à Nantes. Je regarde là à nouveau, je me le remémore en passant, et puis je vais commenter rapidement. On a été à Nantes. Donc là vous voyez, il y a les navigations, c'est en rade de Brest par exemple. Pour remonter jusqu'à Roscoff. L'idée fondamentale a été d'aller chercher du muscadet et descendre des oignons rosés. On a eu d'autres frettes, hein, on a eu différents types de conserves, etc. Excusez-moi, je vous fais pas trop mal à la tête. Ok, donc je remonte. La référence au bilan carbone, c'est quelque chose, puisque comme tout le monde, hein, on évolue un peu tout le temps. Voilà, 400 kg de CO2. Alors qu'est-ce que c'est 400 kg de CO2 c'est, franchement, c'est... On n'en sait rien. Puis finalement, bon, on s'en fout. Ceci dit, c'est quand même un chiffre qui est assez précis. C'est une estimation par rapport à un transport conventionnel. C'est-à-dire que le Biche a permis de desservir 12 ports. Cette année-là, avec Rumingal, on va en faire 18. On avait une trentaine de références à bord. Cette année, on en a 150. C'est important pour nous de diversifier, d'ouvrir à pas mal de gens. Ce qu'aurait fait un camion en allant desservir, donc en allant de Lorient à Nantes, en passant par nos ports, puis en repartant jusqu'à Roscoff, puis en revenant en gros jusqu'à Lorient, il y en avait pour 800-900 km de mémoire. Il aurait probablement émis, un camion émettrait 1 tonne 2, 1 tonne 3 de CO2. Non, moins que ça, je pense. Peut-être 700-800 kg à la consommation d'un semi-remorque. Ce que je veux dire par là, c'est que Biche n'est pas tout le temps à la voile. C'est-à-dire qu'il était important pour nous de consigner le nombre d'heures moteur, le type de moteur, le nombre donc de litres de diesel qui avait été émis par Biche. Donc on faisait qu'est-ce qu'a émis Biche, qu'est-ce qu'aurait émis un camion. Voilà la différence. C'est ce qui déjà n'est pas sorti aujourd'hui dans l'atmosphère grâce à Biche. C'est 400 kg de CO2 sur les 550 000 parcourus à la voile. Donc, donc on voit tout simplement ensuite, si vous aviez cette bouteille en main, le Biche est parti le 16 novembre à 15h30 avec toutes ces escales qui sont là. Et ensuite, donc, on détaille la cargaison. Donc vous voyez là, c'est 3 vins. Là, on a du sel. Là, on a des algues. Et là, des oignons. Et donc 7, hein, je disais 8, on avait 7 types de production. Ça, c'est les Addenbon. Vous connaissez peut-être, ils font c'est pas loin d'ici, ils font des conserves de légumes bio. Alors encore une fois, on met l'équipage, parce que bon, ça peut sembler, c'est assez important finalement. C'est Johanna et Jean, les deux mousses à bord. Ça vous connaissez Diana. Voilà, c'est assez important d'expliquer qui est à bord aussi, justement dans cette idée de l'épaisseur de l'empathie humaine. Et donc voilà, le Biche, enfin les photos durant, donc ça c'était quand on passait à Paimboeuf, on est sur la Loire, hein, là on voit Saint-Nazaire au loin derrière, quand on remontait la Loire, on avait un très beau temps, hein. Donc là on était à la voile, on était à probablement 1h30 de Nantes, en aval de Nantes, on était en train de remonter sur Nantes, le voilà au loin. Alors là on était au niveau du Rat-de-Seine, je crois, hein, de mémoire, Bernard Hilly, hein, non on était en rade de Brest, on était entre Plougastel et Brest, donc idem. Donc voilà, la question c'est quel est le bateau du futur, est-ce celui-là ou est-ce celui-là pour revenir, on va dire, sur l'espèce d'anachronisme fondamental dans ce qu'on fait, je déroulerai tout à l'heure. Donc voilà, Biche, vous le connaissez bien, hein, vous êtes, j'imagine, lorientais, enfin vous connaissez bien l'Orient. Donc voilà le bateau dont vous avez tout à fait raison d'être fier. Magnifique bateau, très marin. Hein, on le voit, il était bien sur ses lignes. Hein, il avait quelques centimètres... il a été reballasté depuis, hein. Il était un peu léger sur l'avant à l'époque. Donc voilà, là on est sur un fret, on a actuellement à bord 8 tonnes de marchandises à peu près. Donc c'est vrai que tout ça, ça avance. Ça avance certes à 4 ou 5 nœuds, mais ça avance et donc à la voile. Ce qui permet effectivement de s'imaginer au moins un monde où, par exemple, le baril
doublerait, triplerait ou serait multiplié dans son prix. Et alors aussi important, tout simplement le journal de bord, bah dis donc. Ce qui permet finalement à tout le monde de comprendre ce qui se passe, la vitesse du vent. On sait que un vent d'ouest porte à l'est et un vent d'est porte à l'ouest. Donc la mer est peu agitée, etc. Mais alors on navigue aussi. Alors dans notre stratégie de cahier des charges, un peu de contrat, il y a aussi des documents qu'on met à disposition, une charte qu'on appelle une charte à l'attention du capitaine et de ses marins, qui implique aussi une pensée, enfin une réflexion autour de la navigation qui est un petit peu différente de ce que ces équipages feraient dans le cadre de leur travail quotidien, de la balade en mer, etc. On est tout à fait capable, et on est même fan de retarder, d'avancer des heures de départ, d'arrivée, pour naviguer avec les fenêtres météo. Comme voilà, on sait bien qu'on attend une renverse, certaines fois il suffit d'attendre au mouillage 3 ou 4 heures, plutôt que de faire 8 heures de moteur contre le vent. Il vaut certaines fois mieux attendre au mouillage 4 heures pour tout faire, on va dire, au grand largue après. Donc voilà, alors voilà, on avait mis ça là, du coup vous avez peut-être vu ça à la télé, je vais le mettre, comme ça je vais boire un peu d'eau. L'idée commence à faire son chemin. Le transport à la voile de marchandises permet d'éviter un climat carbone élevé pour acheminer du fret d'un point à un autre. Alors l'association Les Amis du Guiche se lance dans l'aventure. Ils ont mis en place un cabotage pour acheminer autour de la voile. Ah bon, bah c'est la faute à l'Ifremer. Le réseau est mauvais, globalement. Donc bah voilà, c'est comme ça. Là, de toute façon, vous m'avez assez entendu parler, je crois. Je parlais, et ici, voilà. Bah il y avait William là. Finalement, vous n'aurez pas vu ce soir. Non, ça ne charge pas. Alors, à chaque fois, donc vu que moi je les connais, vu qu'on les fait, hein, il y en a, je peux vous montrer par exemple ce que des Danois verraient à Copenhague ou des Anglais verraient à Londres. Je ne sais pas si ça va réussir à charger. Il est possible que non, donc à la limite, je ne vais pas vous embêter. Mais à chaque opération correspond donc on va faire ça plutôt. Non, on va plutôt faire. Bon, je ne sais rien. Chaque opération, voilà, correspond aussi toute une... Bon, bah, on n'a plus du tout Internet, là. Bon, pour info, c'est comme ça. Pas grave. Donc, je vais tout doucement aller vers la fin, juste pour vous dire que c'est notre façon de répondre, on va dire, au défi de qu'est-ce qu'un label de transport. Un label de transport doit fondamentalement convoyer de l'information. On doit indiquer l'origine des produits, le bilan carbone, le journal de bord, un peu tout, photos, vidéos, et puis la façon dont il est perçu par les gens du bord, sachant que je pense qu'on a fondamentalement un rôle, puisqu'on est lundi de la mer, de parler du monde de la mer, de parler du monde de la navigation, finalement un monde qui est assez inconnu, hein, en France, mais pas qu'en France d'ailleurs. Ce qu'on a dans le dos quand on regarde la plage, comme disait Tabarly, n'importe qui peut comprendre plein de choses sur ce qui se passe en mer, et je pense que ça fait aussi partie certainement via la voile, qui est un lien direct avec les éléments, avec les courants, avec les vents, avec l'état de la mer, pour que tout un chacun, entre guillemets, s'approprie aussi cette partie de son produit, ou de son... Voilà. Alors, très rapidement, parce que ça va peut-être vous intéresser, mais nous on a dans l'idée de construire un bateau, des bateaux. La question c'est quel type de bateau, quel type de coque, quelle forme de carène, quel type de gréement. Est-ce qu'on fait un choix technologique, on va dire. Il existe quand même depuis... le dernier clipper tourné le Cap Horn en 1949, c'était le Pamir, et on considère que c'est véritablement la fin du transport à la voile. Il ramenait du thé d'Asie, sachant que le chant du cygne avait commencé un peu après la Première Guerre mondiale.
Depuis cette époque-là, on n'a plus jamais pensé la voile comme étant... on n'a plus jamais pensé de voiliers comme étant des navires de charge. Tout voilier se doit d'être léger, hyper léger pour faire de la course, très loin, résistant, etc. Ou léger pour faire de la plaisance, parce que la plaisance s'inspire de la course. Ceci dit, la course comme la plaisance ont l'avantage de nous mettre aussi aujourd'hui à disposition de technologies telles que des types de toiles, pour les voiles notamment, telles que des winches par exemple, des systèmes de jupes, des choses comme ça, qui sont quand même très bien éprouvés. Même le transport maritime, il n'est pas impossible, comme vous voyez dans les coliners, ici il y a des conteneurs. On n'a pas fondamentalement contre les conteneurs. L'idée, c'est que ce grand cargo à voile qu'on attend tous un peu comme l'archange Gabriel venant nous sevrer de notre dépendance sur les mers, au moins au pétrole, arrivera et changera complètement la donne. Mais ce bateau n'arrive pas pour ces raisons-là. Ça, c'est 8000 tonnes de fret qui débarqueraient 3 fois par an d'Amérique du Sud en Europe. On le sait, on n'est pas capable de mettre en valeur 3 fois 8000 tonnes, admettons 25 000 tonnes de fret bio, équitable et transporté à la voile. Le marché n'est pas assez mûr, il est difficile de le financer. Puis c'est un tel poids, une telle masse critique qu'il n'est pas forcément très souple non plus pour répondre souvent à des demandes de clients qui sont un peu comme nous, des PME on va dire. Par contre, on nous a quand même demandé à plusieurs reprises de ramener 1000 tonnes de sucre du Brésil. Tresson-Brest, c'est 30. Ça, c'est 8000. Enfin, celui que je vous montrais, c'est 8000. Donc, il s'agit d'essayer d'avoir un zéro de plus. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir un petit cargo à voile dans les 45-50 mètres qui transporterait 300 à 500 tonnes? Est-ce qu'on réfléchit strictement en termes d'analyse de coût, c'est-à-dire avoir un équipage, c'est l'équipage le plus cher, réduit? Ou est-ce qu'au contraire, on considère que dans ce qu'on fait, il y a aussi une dimension fondamentalement esthétique, émotionnelle, etc., qui est très difficile à mesurer? Est-ce qu'il faut aller, par exemple, alors celui-ci, par exemple, donc c'est un kata à aile rigide qui prendrait en tout 10 conteneurs, donc 8 en conteneurs, ils sont petits, hein, vous voyez. Qui aurait une vitesse moyenne de 13 nœuds, donc c'est-à-dire qu'il pourrait aller à 20 sans problème, ce qui permet, donc quand on a un bateau qui va 2 fois plus vite, c'est comme si on avait 2 bateaux. Mais c'est un bateau qui coûte très cher. Un bateau, qu'est-ce qui se passe avec des ailes rigides quand il y a 60 nœuds Donc voilà différents projets sur lesquels nous on travaille. On essaie d'y passer un jour par semaine sur le 2e étage de la fusée. Le 1er étage de la fusée étant j'allais dire l'épicerie flottante en transatlantique, vers la Scandinavie, etc. Mais c'est aussi ce qui nous fait vivre, parce qu'on essaie de développer l'espèce d'embryon auquel on croit et finalement qui marche en fait de plus en plus. Et le 3e étage étant, disons, les cargos à voile véritablement. Donc là, on serait passé dans une étape, j'allais dire, beaucoup plus quasiment industrielle, beaucoup plus sérieuse, comme disent les gens sérieux. Donc voilà, on est aussi en train de réfléchir avec des gens pas loin juste ici, là en fait, à quel type de gréement, notamment quel type de voile. C'est fondamental en fait. La résistance, selon les routes, on va plus ou moins aller au près ou au portant. On va pas forcément avoir le même type de bateau. Tout en sachant qu'on doit avoir des bateaux polyvalents, sur une idée certainement d'une transatlantique aller-retour avec une route est-américaine sur du café et du cacao vers l'Amérique du Nord, et sur donc un retour via les Açores. J'aurais dû amener plein de produits qu'on a, mais finalement on est venu relativement les mains vides. Et sur une période de 3 ou 4 mois en cabotage européen. Donc pour terminer, parce que j'ai déjà dépassé le temps, l'avenir du transport maritime à la voile au XXIe siècle, quand on parle de XXIe siècle, quand on parle des générations futures, j'allais dire très objectivement, il est évident, il est même possible que ça nous soit imposé. C'est-à-dire qu'il y a guère d'autres moyens, j'allais dire, de faire du transport à la voile que par ça. En 2010, Westinghouse et un armateur grec sortaient un communiqué de presse par rapport à un cargo nucléaire. La bonne idée. Ça s'était fait d'ailleurs dans les années 60, il y a eu 2 cargos. Il y a eu un cargo américain et un japonais qui étaient des cargos nucléaires. Ça marchait relativement bien d'ailleurs, le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans les ports pour des raisons de sécurité. Non mais c'est vrai, sinon ça marchait bien. Après c'est évidemment quelque chose...
Il y a une sorte de croyance fondamentale que la technologie va venir, résoudre les problèmes qu'un âge technologique a créé. Alors là, de façon complètement subjective, c'est complètement une course en avant. C'est complètement l'arrogance ingénieriale, etc., qui effectivement ne résout aucun problème. Donc au XXIe siècle, il est inéluctable l'avenir du transport à la voile. La question, c'est comment on va y arriver, par quel biais. Est-ce qu'on n'est pas effectivement des fous? C'est tout à fait louable d'être fou. À affréter des voiliers de travail qui sentent le bois, qui sentent le goudron et qui existent aujourd'hui? Ou est-ce qu'on arrive suffisamment à persévérer, justement, à survivre, jusqu'à ce que progressivement la boule de neige prenne un peu, pour justement garder toujours en tête cette idée du deuxième étage au moins, c'est-à-dire de bateaux qui soient peu chers, qui soient fiables et qui répondent à quelques autres critères qu'on a. Donc il est évident l'avenir du transport maritime à la voile au XXIe siècle. Est-ce que ce sera deuxième moitié du XXIe siècle, première moitié du XXIe siècle pour ces prémices? C'est une question, qui mérite, on verra, Inch'Allah. Voilà, donc on essaie un peu de le dessiner. J'ai pas eu Ronan Le Bacon. Juste rapidement aussi, donc William avait 3 points qu'il voulait mettre en avant par rapport aux biches. J'ai parlé de biches quand même, peut-être pas assez, mais j'ai un peu parlé de biches quand même. C'est important quand même. L'idée des amis du biche, c'est de remettre le bateau dans ses métiers. Le biche est évidemment un bateau de pêche. Il faisait aussi de la drague à la voile, de tout temps. Il faisait aussi du transport. Ils allaient au pays de Galles, ils chargeaient du charbon, ils le ramenaient ici, ils ramenaient des poteaux de mine. Il faisait aussi du... J'ai écrit Pinard. Il faisait aussi du vin. Et c'est aussi l'idée qu'ont les amis du biche de garder relativement une grande cale. Avec un pic avant qui d'ailleurs a été relesté depuis. C'est facile de dire ça, William. L'idée aussi est financière. Non seulement parce qu'il y a directement un allongement de la période d'exploitation et... je pense aussi des idées de retombées. Peut-être du fait d'avoir fait du transport à la voile, on se rend compte que certains bateaux avec lesquels on a travaillé, on a été avec un bateau de 25 mètres de Normandie qui s'appelle le Michel et Patrick, un Malamocque de Douarnenez. On a été livré 6000 bouteilles de vin en 2012. Michel et Patrick qui était un peu poussif au niveau des passagers à la journée. Depuis qu'il est passé sur Claire Chazal et sur Pujadas, un truc délirant. On a transporté 6000 bouteilles de vin, il y avait 4 équipes de télé à bord. Et n'empêche que beaucoup de gens veulent venir sur le bateau qu'ils ont vu à la télé. Donc c'est aussi assez important pour ce bateau, et puis à la limite, nous, tant mieux. On a un gros... Alors je mentionnais ça rapidement par rapport aux gros problèmes français. Non seulement en France, on a une idée assez patrimoniale, et d'ailleurs j'aurais bien aimé en parler à Ronan, mais on considère que les bateaux du patrimoine sont un patrimoine, que les bateaux sont là pour être hackés, qu'on puisse les voir. Sont des meubles flottants, justement. On a un énorme savoir-faire d'architecture traditionnelle en France. On a énormément de bateaux traditionnels. Chaque ville en a 1, 2, 3, n'importe quel bled on a, même des endroits sans rien, il y a des bateaux traditionnels. C'est très important, c'est une vie, c'est tout un monde, à la fois d'architectes, il y a plusieurs métiers, il y a la corderie, il y a des forges, il y a des maîtres voiliers. Et c'est, à mon avis, important en termes de capacité à faire relais de tout ça. Mais généralement, on navigue assez peu avec les bateaux qu'on a en France. On est généralement assez frileux, on a un pouvoir finalement assez jacobin, ou je sais pas, jacobin. Je sais pas si c'est le mot, mais très réglementaire, les affaires maritimes et autres, même s'ils sont intelligents et essaient de faire les choses en souplesse, où on va rapidement dire non. On a un statut très particulier en France qui s'appelle le NUC, le navire à utilisation commerciale, qui en gros est une énumération de 200 pages de ce qu'il ne faut pas faire. Après, il faut essayer de trouver des trucs qu'on peut faire. Après, il y a en plus une pénalisation des responsables de bateaux qui est assez forte. C'est-à-dire qu'un président d'association ou un propriétaire de bateau, on lui dit on va faire du transport de fret à la voile. Bon, on n'est pas... Biche prenait facilement 70-80 tonnes de poissons. Biche avait eu à l'époque 12 tonnes de fret. Donc on pouvait a priori, bon an mal an, si on rajoute le poids des bannettes, à faire 40-50 tonnes. Et on s'était limité là, en théorie à 18. On avait fait un peu moins. Donc on ne fait quand même pas n'importe quoi en termes de
couple de chavirage, etc., d'études de franc-bord, etc. Ceci dit, quand on peut, voilà, on sait que la peur du gendarme, de la prison vient vite et que les gens peuvent s'imaginer que une montagne de caisses de vin tombe sur quelqu'un et le tue, ou des choses comme ça. Et il y a des dispositions pénales qui en France font qu'il n'est pas facile de travailler avec des bateaux français. Et en ça, je pense qu'on a la chance d'être relativement ouvert à d'autres cultures et de voyager beaucoup pour aller travailler avec d'autres bateaux. Il y a aussi, donc en France, donc à la fois ce côté AFMAR qui est assez limitant, et puis je vais faire un peu. Il y a aussi le fait que, en France, on navigue pas, souvent. On navigue beaucoup, enfin certains le font, je dis le tout et tout son contraire, mais on aime bien voir des bateaux qui restent à quai. On aime bien voir des bateaux qui restent là. Beaucoup d'argent public a été mis dans ces bateaux. C'est généralement comme ça quand on regarde les bateaux historiques. C'est 50% l'État, 20% le département, 20% la région. Voilà. Et il se trouve que généralement, à la fois les présidents de CG, de CR et les représentants de l'État aiment bien garder leurs bateaux là, qu'ils puissent les voir depuis leur balcon. Ça nous fait tous plaisir, nous autres Bretons, de voir en se baladant quai Malbert à Brest ou quai des Indes ici, de voir le Biche, de voir Recouvrance qui reste là. C'est vrai que c'est des bateaux qui naviguent très peu. On dit l'Espagne, voilà, l'Espagne. Je sais pas, c'est tuer un enfant, proposer d'aller en Espagne à un de ces bateaux-là. On dit la Scandinavie, oh là là, il faut mettre le chauffage. Enfin, en Scandinavie au mois de juillet. Sans parler des transatlantiques. Donc on est en train, d'ailleurs, je vous le confie, de mettre en place un peu toute une opération un peu lobbying là, pour que cette disposition NUC évolue, qui ait un peu plus de souplesse à notre égard, à la fois en termes de choses comme des navigations de nuit, des utilisations des appareils de mât de charge, etc., des distances de navigation, et puis tout simplement, les gens comprennent, ils sont quand même pas bêtes, même si... ils sont fonctionnaires, certains, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, donc ils ne veulent pas l'empêcher. Non, mais aucun problème, je parle très bien. Voilà, merci beaucoup, désolé, j'étais très long, merci à vous d'être là. Voilà. On va faire des questions. On va échanger. Merci. Oui, Hervé Majas, de l'Université Bretagne Sud. Moi, j'ai deux questions. Les deux premières, déjà. C'est le modèle économique. Ça veut dire qu'en compétition à 500 € le container en transatlantique, est-ce que c'est sur ces routes-là que vous devez aller, sachant que moi je pense, mais je ne suis pas du tout dans la réflexion. Enfin, juste comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire que vous devez travailler sur des produits à haute valeur ajoutée et plutôt sur des courses courtes pour avoir des rotations rapides, type la Manche, des choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est des bateaux qui sont peu manœuvrables et quand vous travaillez avec des produits à haute valeur ajoutée, il y a du piratage. Et donc, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Si vous prenez un cigare là, à toute vitesse qui vient vous choper, prendre une pièce de parfum et puis qui se tire avec, vous n'allez pas y mettre une force armée avec une mitrailleuse lourde. Non, tout à fait. Effectivement, un bateau, quand il navigue, il ne gagne pas d'argent. Il gagne de l'argent quand il charge et quand il décharge. Quand il fait son connaissement, pour les bateaux de commerce, tel Tresson Brest, ou quand on fait le deal, entre guillemets, bon de livraison, etc., facture. Donc effectivement, les sauts de puce ont tendance à avoir une plus grande intensivité capitalistique sur le travail du bateau, finalement. Alors pas forcément sur sa capacité, on va dire, à avoir une vraie alternative, j'allais dire à la fois logistique et peut-être crédible. Il est évident que le modèle économique de la transatlantique sur des grands bateaux est difficile à trouver. Parce que c'est que sur le retour, on essaie de faire assez vite, sans les Madères, Canaries, Madère, Cap-Vert, en passant directement, on va dire, des Bermudes aux Açores pour revenir ici, on est généralement au mieux à 35-40 jours. S'il faut payer un équipage de 15 personnes, etc., qu'on a 40 tonnes en cale, qu'est-ce qu'il faut transporter? Et même si on transportait de l'or ou de la cocaïne, voilà. La Médiana est colombienne, pour ça. C'est vrai. Même
quel dealer de cocaïne voudrait travailler avec des gens qui lui font un tel prix pour son machin? Si c'était sa raison, j'allais dire. Donc ces transatlantiques-là se basent sur deux choses. La capacité de ramener des produits que personne d'autre ne peut ramener, notamment la voile. C'est-à-dire que le chocolat que vous avez mangé, personne ne pourra nous dire qu'il y a plus local que ça, etc. C'est un produit fondamentalement exotique qui vient à la voile et sur lequel, quand il est pour compte de propre, parce que c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on achète et on revend, on est capable d'internaliser plus de marge sur le produit transporté. Si on était sur ce qu'on fait aussi d'ailleurs pour certaines barriques de vin, transport pour compte de tiers, c'est-à-dire que c'est là effectivement, donc on va rendre un service de transport d'un point A à un point B pour un produit X. Là évidemment, il faut trouver un produit qui est quand même hyper spécifique. Puisque donc les porte-conteneurs aujourd'hui tournent à 17-18 nœuds, très sombresse on est plus du côté de 7-8 nœuds, même s'il a fait une transat à 13 nœuds de moyenne. Déjà les porte-conteneurs réduisent leur vitesse, ils font du slow steaming, ils sont normalement à 24-25 nœuds, pour donc 20 000 équivalents du bateau qu'on voit là. Donc effectivement, la règle de 3 est vite faite, j'allais dire l'équilibre économique de la transatlantique et pas immédiatement, pas facile à trouver. Mais j'allais dire l'équilibre économique général du transport à la voile n'est pas facile à trouver. À ça peut s'ajouter une sorte de mitigation des revenus par des embarquements payants, paying crew. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes jeunes retraitées par exemple, qui veulent embarquer à bord du bateau, faire le tour pendant 9 mois, faire 7 escales aux Antilles, sans parler de celles du milieu de l'océan, etc. Parce que c'est peut-être l'occasion de le faire dans sa vie ou pas, qui ont pour 8 000 € de moyenne, de mémoire, c'est pas quelque chose de dramatique. Par contre, ça permet au bateau de continuer de le faire et d'avoir effectivement ici une spécificité par rapport à ses frettes. C'est-à-dire que le chocolat qu'on vend là, il n'est pas à 10 € la tablette, mais il a quand même un certain coût parce que déjà c'est un monocépage qui est transformé ici, de la fève à la barre, etc. Mais il a aussi une identité fondamentale caraïbe, ça vient des Antilles, et il vient à la voile. Ça permet aussi de prouver la capacité qu'a sur plusieurs dizaines de tonnes de faire du transport à la voile sur des transatlantiques. Faire du petit cabotage, comme on l'en fait aussi, il n'y a aucun problème, ou même du grand cabotage européen, c'est très bien, mais il est important aussi en termes de crédibilité de montrer que les océans c'est beaucoup plus grand que finalement ce qu'on croit. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, un peu partiellement. Alors si, la deuxième raison de la transatlantique, c'est que ce sont les routes des vents, c'est les alizés. C'est des départs en octobre-novembre, il faut être à peu près au large il faut être à peu près à Cap-Vert au début décembre, et puis passer le Noël en gros en finissant d'arriver sur les Antilles. C'est le moment où les alizés vont se former, et donc également des allures portantes sur un retour avec un départ mars-avril pour une arrivée ici en mai. Donc c'est quand même important d'avoir des vents portants. C'est quelque chose qui tourne en fait. Et c'était la route, j'allais dire, du commerce triangulaire, c'était la route des explorateurs, etc. Ce sont les alizés. Et donc un phénomène de renverse au moment du printemps qui permet de revenir par la route Atlantique Nord très facilement. Donc des vents établis à 20 nœuds, qui dans la même direction tout le temps. Donc c'est ça aussi qui explique le fait que Trace-en-Bresse n'est pas de moteur, etc. Il a besoin de vent. C'est un bateau hauturier. Un voyage par an, quoi. Il fait un aller-retour par an, un tour de l'Atlantique par an. Donc ouais, voilà. 30 tonnes de fret transatlantique. Non mais après, voilà. On est d'accord. Humilité, réalisme. On est évidemment conscient de la petitesse, voilà, ça c'est évident. Ceci dit, c'est mieux que zéro. 1 kilo transporté sur 1 000 à la voile, c'est une petite victoire. 10 kilos sur 10 000, 100 kilos sur 100 000. Non mais sur la Manche par exemple, oui. Tu pourrais faire plus d'aller-retour, donc plus de 1000. Oui, alors ensuite ça pose la question de quel produit transporter. On a transporté pas mal de vin vers l'Angleterre. Les Anglais sont une nation de boutiquiers, c'est bien connu. Il est très difficile de demander, on était par bouteille de vin, on était à 12 pence de surcoût, ça passait pas. Même sur du vin biodynamique dans les banlieues chics de Londres. Ce qui marche pas mal effectivement c'est la bière.
Il y a quand même énormément de boulot en amont. Donc nous, on maîtrise aussi l'histoire de douane, hein, l'histoire de connaissement, on sait payer les droits, etc. Il y a un boulot en amont, mais effectivement, on a tendance aussi à développer des petits cabotages. Là, alors justement, ça me permet de rebondir sur notre actualité, comme ça, qui n'est pas encore publiée sur notre site internet. Vous êtes les premiers à l'apprendre. Le 18 juillet à peu près, hein, ce sera peut-être le 17, peut-être le 19, le 20, un bateau qui s'appelle Rose of Argyll vient débarquer à Lorient, 5 palettes d'huile d'olive qui viennent de Galice. Encore une fois, l'huile d'olive, on n'en fait pas localement ici, donc c'est très important pour nous d'ouvrir cette route. 5 palettes de 860 bouteilles, c'est pas rien, mais c'est mieux que rien. Et ça nous permet aussi de faire un premier pas, de mettre le pied dans la porte sur un produit qui est quand même spécifique et dont on a une énorme consommation et qui remplit les routes au niveau des camions. On a là, alors avant-hier, à San Miguel aux Açores, été chargé 500 kg de thé. On fait venir depuis 3 ans du thé des Açores, c'est le seul thé européen qui vient à la voile. Et donc c'est un bateau anglais qui nous ramènera aussi donc 3 tonnes de bière suite à son escale anglaise. Il reviendra en Bretagne après. On a à nouveau donc 15 000 bouteilles qui partent là en Scandinavie en juillet. Donc voilà un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Donc du grand cabotage. Ah oui, alors on a aussi idem arrivé à Lorient, un tonnier qui s'appelle Arawak, dernier tonnier d'Etel. Biche était dernier tonnier de Groix, qui vient à l'occasion d'ailleurs des 80 ans du Biche. Hein. Prenez note, 80 ans du Biche, c'est 12, 13, 14 juillet, pour ceux qui savent peut-être. Il y a tout un rassemblement vraiment autour des 80 ans du Biche. Arawak arrivera le 5-6 juillet. On aura 4 à 5 palettes de vin de Bordeaux qu'on va venir livrer ici à Lorient. C'est aussi pour ça que je disais que Lorient, c'est intéressant pour nous, au-delà de son historique. Cette ouverture sur le golfe de Gascogne et donc justement cet accès assez facile aux routes des vins bordelais, de l'Espagne, etc. Donc des navigations, ce qu'on parle de grand cabotage, c'est 4-5 jours, 4-5 nuits. C'est généralement 5, 6, 700 000 et ça commence à être vraiment radical en termes de réduction de bilan carbone. Tandis qu'effectivement, quand on fait un Lorient-Concarneau, entre la manœuvre de sortie de port, etc., par contre, il y a peut-être plus de valeur ajoutée sur un Lorient-Concarneau. Non, mais c'est ça que je veux dire. Il y a forcément un moment, un compromis à faire. Et après, la manœuvrabilité, le piratage. Piratage, non, on n'a pas entendu parler de ça. Même au large du Venezuela, là-bas, à moins de passer par le golfe d'Aden, il y a quand même beaucoup de monde sur ces bateaux-là. C'est des bateaux qui effectivement sont peu manœuvrants, mais même les porte-conteneurs sont peu manœuvrants. Hein. Le capitaine Phillips, un film que vous avez peut-être vu là, il n'y a pas longtemps, qui est une histoire vraie. Hein. Face à des pirates, n'importe quel bateau peut... Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est tout. Hein. On va pas... Il y a tout un débat sur la privatisation de la violence étant le monopole d'État, etc. Faut-il armer ou faut-il mettre des solutions non létales pour repousser? Mais à la voile, non, c'est très très lointain comme problème. Et puis l'huile d'olive en même temps, ça, les pirates. Oui, voilà, ouais. Ouais, on a des palettes d'huile d'olive, les gars. Ouais. On n'a pas un conteneur d'iPad ou des choses comme ça, ouais. Puis c'est dans des zones quand même qui sont particulières, la piraterie. Hein. C'est un peu le golfe de Guinée, mais vaguement, mais surtout le golfe d'Aden, et même là, Venezuela, etc., ça c'est complètement, il n'y en a plus tellement. Hein. Et puis en plus, il y a beaucoup de monde sur un bateau à voile. Il y a 15-20 personnes. Sur un porte-conteneur, alors par exemple, c'est un porte-conteneur de 350-400 mètres, ils ont des rôles d'équipage de 12 sur des bateaux de 400 mètres. Alors il y a 3 personnes hors quart, le capitaine, le cuistot et le second, donc ils tournent à 3 quarts, ils sont 2 en passerelle sur un bateau de 400 mètres, ils ne se voient jamais. Ils sont sur internet en train de faire je sais pas quoi, donc effectivement c'est une cathédrale qui est sur l'eau où il n'y a personne à bord. Pour un pirate en golfe d'Aden, c'est tout. Puis de toute façon la piraterie c'est un problème en soi-même. On récolte globalement des choses qu'on avait semées avant sur la piraterie. Enfin, la lecture est fondamentalement machiavélienne du méchant et du gentil sur la piraterie. À mon avis, il trouve des limites. Enfin, il y a l'histoire de l'escalade avec les Étienne. Plus on va taper fort sur eux, plus ils vont revenir. Je sais pas, parce qu'il y a des gens de la marine qui m'ont parlé de ça il y a pas longtemps. Sinon, il faut armer le renard en fret. Comment? Il faut armer le renard en fret avec ses petits canons là. Ouais. Bah, il ferait peur. Et la Sion alors Coco? Alors, la technologie turbo-voile, c'est ça dont on parle? L'Alcyon du commandant Cousteau? Non, c'est le nouveau bateau là qui est... Ah,
l'Alcyone. C'est ça, il va pas sortir à Rochefort-en-Mer. Ah, l'Hermione. Hermione. L'Hermione avec ses canons. C'était Ouais, Justo c'est avec vrai. son mât pivotant. Qui avait des mâts, des turborotors, etc. Et c'est intéressant. C'est intéressant, il y a eu un autre liner qui utilisait un peu cette technologie de rotor. L'Hermione, je n'ai pas plus d'infos que ça. Si, alors l'Hermione, a priori, départ à appareillage 2016 ou 2017, pour la route dans le sens inverse de ce qu'avait fait Lafayette. Et il y a peut-être bien des histoires de vin et de cognac dans l'histoire. On va voir. Et en tout cas, oui, ils finissent d'être armés. Alors l'Hermione, c'est typiquement un patrimoine français, j'arrive tout de suite. Les gens de Rochefort ont du mal à laisser partir l'Hermione. Et d'ailleurs, l'Hermione ira peut-être en Amérique un jour, et pas certain que les Américains la laissent repartir après d'ailleurs. Enfin, on verra. Hein. On a navigué il n'y a pas très longtemps avec Diana sur le Standard, qui est une réplique frégate de 1704, qui a formé l'équipage de l'Hermione là, il y a 3 mois, sur un gréement comme particulier, le tir au canon, tout ça. Donc là, c'est pas facile. Donc, non, mais c'est une très très belle réussite, justement patrimoniale et tout. S'il vous plaît. Oui, alors j'ai cru comprendre tout à l'heure quand vous avez parlé des... Non. Pardon. Je faisais un petit clin d'œil à la personne derrière. Oui, j'ai cru comprendre quand vous avez parlé de la Hollande tout à l'heure, des bateaux qui font du fret, et que les règlements de navigation hollandais étaient beaucoup plus souples que les règlements français. Alors là, je pense que vous vous trompez parce que tous nos pays européens ont pratiquement la même réglementation copiée sur les règlements IMO, les règlements internationaux. Tout à fait, ouais. Donc, l'OMI. À partir du moment où ces bateaux font du transport international, alors ça c'est haut de gamme, ou des transports océaniques, je peux autant vous dire qu'il n'y a pas de mollesse au niveau de l'interprétation des règlements. Non, vous avez complètement raison. Je ne peux pas dire quand même, parce que là, quelquefois on a tendance à dire oui, la France, en emmerdant, on empêche les gens de faire ce qu'ils veulent. Ben non, il y a des règlements qui existent pour tous les pays. Après, où il peut y avoir des variantes, c'est quand il y a des contrôles des sociétés de classification. On a vu ça ces dernières années d'ailleurs avec un pays méditerranéen qui a laissé courir certaines choses. Bon, ça a été une cata. En France, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique ou la Hollande, il y a des règlements, c'est clair, c'est net. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Je me suis peut-être mal fait comprendre. La Hollande, par exemple, pour permettre de faire du transport véritablement armé au commerce, un voilier, ne le permet pas aujourd'hui. Il y a effectivement, en termes de certification par des sociétés de classification, des études de franc-bord, des couples de chavirage qui font qu'il est tout simplement impossible d'armer au commerce un voilier aujourd'hui. Il ne répond pas aux critères de stabilité. Les derniers voiliers armés au commerce sous des pavillons européens datés des fin des années 50, puisque d'ailleurs la plupart des estuaires bretons étaient même, je pense à Quimper, qui en 59, 60, 61 recevait plus de la moitié de son fret par l'OD. Il y a des photos en couleur de Quimper, donc c'est pour dire, avec des voiliers qui étaient là. Il y a eu une succession de normes qui ont fait qu'il est impossible en fait, à la fois pour des bateaux en bois à la base, des histoires, vous connaissez bien, je pense. Oui, des normes de sécurité ISPS, des normes de produits dangereux, des normes d'incendie, des normes puis même de stabilité qui sont devenues de sécurité tout simplement, qui font qu'il est impossible sous pavillon hollandais, par exemple, d'armer un transport. L'option avait été évoquée sur Notre-Dame de Rumingol, où des gens demandaient aux AFMAR, on va armer au commerce, au transport Notre-Dame de Rumingol. Je dis, il faut arrêter. Légalement, on ne caractérise pas ce qu'on fait comme du transport à la voile. Ça passerait pas du tout d'un point de vue de sa affaire maritime sous pavillon français. Même si on est en train d'essayer de faire évoluer les choses, une sorte de réglementation, d'alinéa dans la réglementation transport pour un transport dit promotionnel à la voile. On qualifie notre activité autre que transport d'un point de vue strictement juridique. Après, il y a un discours aussi de ce qu'on fait réellement. On peut tout à fait transporter 20 tonnes d'échantillons, au sens où, du moment que c'est bien perçu par tous, qu'on a des pieds de pilote intéressants par rapport au calcul, etc. Alors,
et encore deux choses. Donc Tres Hombres, c'est un bateau néerlandais qui est armé au commerce. Il est passé sous pavillon Sierra Leone, qui est un non-pavillon, qui est un pavillon de complaisance. Immatriculé Panama. Donc il est le seul cargo au monde sans moteur. Parce qu'en plus, il n'a pas de moteur. Ça aurait été évidemment impossible sous tout pavillon à peu près civilisé. Enfin, bref, en gros, même si c'est péjoratif de dire ça. Il y a une spécificité française qui reste, qui s'appelle le NUC, le navire à utilisation commerciale, qui est quand même une usine à gaz. Il y avait une pétition de 47 voiliers traditionnels français en fin 2013 qui envoyait donc M. Cuvillier une lettre leur menaçant de passer sous pavillon belge pour des bateaux des côtes de Bretagne, parce que ça, quand même, ça entrave clairement leur activité. Donc effectivement, par contre, au niveau OMI, réglementation AFMAR européen, c'est très clairement harmonisé, que ce soit Germany Shore Lloyd ou Veritas, après, c'est à peu près pareil. Oui, alors j'avais, si vous me permettez, j'avais une autre petite réflexion. Alors je suis un peu d'accord avec monsieur, là, quand il a parlé des zones commerciales, des routes commerciales. Alors il ne faut pas oublier, quand on conçoit un bateau, la première des choses, c'est de sortir faire l'expression du besoin, déterminer ce qu'on veut en faire, la taille d'abord du bateau, parce que économiquement, le mètre linéaire. Le propriétaire n'a pas de finances élastiques, donc il y a un budget, déterminer la taille, savoir ce qu'on veut en faire en fret, connaître les performances indépendamment du problème des frettes, parce que c'est de la performance ça aussi, mais vitesse, remonter au vent. Vitesse et dans quelles conditions de mer on navigue. Oui. Marin, alors, bateau marin, bateau remontant. Ça vous limite quand même à certains types de bateaux. Tout à fait. Ça, c'est, à mon avis, pour votre société, c'est la première chose à faire. Tout à fait. Ouais. Il y a des choix structurants, il y a des choix déterminants qui ensuite sont traduits techniquement par des choix de terrain. Avant d'engager une telle étude, il faut voir les types de commerce, de fret qu'on peut... Tout à fait. Vous avez bien compris aussi que quelque part dans ce premier étage de la fusée, il y a une notion à la fois de concret, d'immédiat, de commerce, j'allais dire d'émissions, de CO2, de communication, de business qui est fait, mais il y a aussi une dimension finalement de recherche. On est dans une étude de marché. Le business, c'est ça, le bateau il est fait pour faire du business, donc c'est en amont qu'il faut voir. Tout à fait, c'est pour ça que... On a travaillé ensemble. Ah oui. Je vais vous dire la même chose, c'est moi qui l'ai embauché. Ah oui. J'en avais 20. C'est pour ça que je crois, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est parti des bateaux du patrimoine pour lancer votre... Il est évident qu'on va plutôt sortir des commerces, des modernes. Mais pourquoi repartir justement, repartir 50 ans en arrière? J'ai coutume de dire qu'ils n'ont... Le seul et unique avantage qu'ils ont, c'est d'exister. Oui. C'est oui que ça va. Enfin, bon, je vais quand même... Ils n'ont pas d'autre avantage. Je vais quand même raconter une expérience qu'on a faite il y a ici une trentaine d'années, les voiliers de pêche. Vous avez entendu parler d'un groupe de Léon et du Capital. C'est incroyable, c'est pas qu'on ne va pas faire. On a fait des voiliers de pêche, 1980, jusqu'au début des années 1980. Oui, ça fait une trentaine d'années. Et ils ont très bien marché. On a fait des essais très approfondis, on a mesuré exactement les économies communautaires et tout. Et on avait un objectif, c'était qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre pour faire marcher le gréement. Il était entièrement télécommandé de l'intérieur de la passerelle du bateau, avec des enrouleurs et des écoutes à vérin, etc. Avec 6 petites palettes, et le patron du bateau va devant le gréement. L'équipage s'occupait de la pêche et ne touchait pas aux voiles. Il faut dire qu'on peut améliorer le rendement des voiliers. Alors que les voiliers du patrimoine, ils ont au contraire besoin d'avoir un gros équipage. Si au fond de moyens de transport est considérable, il faut vite passer à l'étape. Comment s'appellent les deux voiliers de pêche que vous preniez par exemple? Quels étaient les deux voiliers que vous preniez par exemple? Les Cadoudal.
C'est des voiliers d'une vingtaine de mètres, à peu près la même taille que le biche, quoi. Qui étaient caseilleurs, filayeurs, ils n'étaient pas. C'était des bateaux pas des sonneurs, qui n'étaient pas chalutiers. C'était Ils pas ont pêché au filet maillant, à la palanque. Ouais. Ils n'ont pas très bien marché parce qu'il était trop gros pour ce métier-là en Bretagne. Il y en a qui est parti aux Antilles, l'autre est parti en Afrique et ils ont d'ailleurs fait du cabotage. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà une évolution, ça m'en sort, c'était des cléments qui inspiraient beaucoup plus de la plaisance que les photos. Bien sûr. Avec des systèmes de manœuvre de voile qui ne demandaient pas d'équipage. C'était bermudien. Alors avec ça, vous pouvez faire un bateau qui transporte 100 tonnes avec 2 personnes. Tout à fait. Il y a quand même beaucoup moins de frais et ça paraîtrait une piste. Et puis, tout à fait. Pas des plus grands bateaux du tout, plutôt que de traîner avec des bateaux en bois. Il manque ça sous la main à l'heure actuelle. Non, mais. Évidemment, ça fait partie sentimentale, quoi. Sentimentale. Ce que nous sommes en train de faire, entre guillemets. Mais vous orientez votre activité économique qui doit marcher. Oui. Ça ne pourra pas rester basé indéfiniment. Tout à fait. Des sentiments rétrogrades. Il est hors de question qu'on reste pendant des années dans cet anachronisme dont je parlais, qui n'est qu'apparent. Affréter des voiliers du patrimoine au transport de marchandises, c'est, de mon point de vue, quelque chose d'assez innovant. Parce qu'on cherche justement à créer un paradigme, j'allais dire un contexte économique, qui va aussi nous permettre de construire ces voiliers dont vous parlez. J'étais sur Rainbow Warrior 2, là, il n'y a pas longtemps. On a des winches épais comme ça, il y a effectivement une console de la taille quasiment de cet écran, avec effectivement ces vérins en Alba, ces écoutes hyper simples où tout est repris, c'est même pas le capitaine qui s'en occupe, c'est des ordinateurs, tout est sur enrouleur. Il y a ce qui est intéressant, il y avait aussi le cas du Marutajaya, un bateau qui a été construit en Pologne, c'est sur le principe de Indo-Sail, donc c'est en fait des voiles rectangulaires, tout est sur enrouleur, tout est repris sur des winches électriques, et ça marche très très bien. Et en plus, en termes de rendement vélique, c'est bien plus efficace que tous les voiliers traditionnels qu'on a là, au portant, au près, bien sûr. Aujourd'hui, se lancer dans un... Parce que vous comprenez qu'il y a un tel foisonnement de technologies disponibles qu'avoir trop de choix, ça veut forcément poser aussi à un moment des questions du compromis. On est justement en train, nous, d'imaginer, et d'ailleurs parfois avec certaines surprises, le type de route et le type de fret qu'on va faire, comme vous le disiez. Et donc à ça, on a aussi des choix structurants à faire derrière. Bon, je ne dis pas tout non plus, mais on est aussi en train d'essayer de réfléchir à un business model qui ne sera probablement pas uniquement sur du transport, en sachant qu'il n'est pas impossible qu'on ait quelques cabines à bord. Il n'est pas impossible. Non mais, parce qu'on est quand même aujourd'hui face... On peut faire des magnifiques voiliers de croisière pour des payants d'ailleurs, ça se fait. C'est ce que fait la compagnie du Ponant, oui, tout à fait. Ah non, nous on ferait des bateaux de charge qui auraient d'ailleurs la réglementation pour ça, etc. Il y a des cabines d'armateurs même dans les cargos. Hein, c'est autorisé, c'est autorisé. Je crois que c'est 12. Maintenant la question c'est, par exemple le chocolat très sombresse, certes il est un peu cher, mais pas uniquement, il est en train de se construire un très sombresse, donc il fait 32 hors tout, c'est un Krieg Fish Cutter, c'est un bateau construit en 1944 par les Allemands, avec donc une structure acier quand même, avec les premières études en bassin. L'idée est d'en construire un de 46 mètres. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on augmente d'1 mètre en longueur d'un bateau, on va augmenter exponentiellement le volume à l'intérieur. Pourquoi des gens vont acheter des produits transportés à la voile ? Est-ce que les gens vont s'attacher au fait qu'ils ont un bilan carbone personnel plus réduit ? Est-ce que les gens vont se poser la question de l'identité forte, j'allais dire esthétique, sentimentale d'un bateau ? Est-ce que reconstruire par exemple le Cutty-Sark ne permettrait pas, donc c'était 800 à 1000 tonnes le Cutty-Sark, certes c'est un 4 mâts carré, certes il faut 25 personnes à bord, ne permettrait pas par exemple d'avoir une ligne de coton bio parce qu'ils allaient chercher du coton, une ligne de grains bio. Non mais c'est une question que je pose, je ne sais pas que j'ai la réponse. Après, nous on a aussi évidemment plusieurs pistes technologiques
donc, dont certaines je vous montrais, mais encore là c'est assez limité, vers lesquelles on peut aller. Si par exemple on reçoit une goélette de 44 mètres, 43 mètres, peut-être en alu, même si c'est cher, mais parce qu'on est encore sur une thématique de poids, est-ce qu'on va mettre un hunier carré? Non, il faut prendre vous avez projeté un cargo avec des 4 mois, des voiles sur moi qui vous tombe, on sait faire, il y a eu des colloques et il y a eu des matériels formidables qui s'est dépensés pour ce type de... Il y a 25 ans, là, j'ai suivi l'évolution de ces Oui, voiles. mais il y en a un à Harlingen le 4 juillet, et il y a à nouveau un programme européen qui s'appelle SAIL, et en fait j'avais fait cette présentation à la base pour ce programme SAIL à Wilhelmstadt, j'ai donné une conférence là, en février 2013. Il y a plusieurs options, il y a des anglais, hein. Il y a eu un documentaire sur Arte il n'y a pas longtemps, vous verrez, il fait 52 minutes, il est sur notre revue de presse, sur notre site, la TOWT, vous verrez, il est assez intéressant. Il y a des anglais qui développent un voilier de 120 mètres avec ce type de Dyna-rig, de gréement dynamique, avec des mâts pivotants. Il y a cette histoire d'écoliner développée par Dijkstra Naval Architects d'Amsterdam. Il y a d'autres gréements, j'allais dire peut-être même moins chers et peut-être aussi efficaces. Chaque mât qu'on voyait sur les 4, c'est environ 2,5 millions. Donc les 4 mâts, c'est déjà 10 millions. C'est le prix total d'un bateau qui est probablement entre 50 et 60 millions. C'est l'équivalent d'un porte-conteneur de 15 000 boîtes pour 160. Donc forcément, on se retrouve... parce qu'à un moment, il faut aller voir le banquier. C'est ça que je veux dire. Il faut forcément... La notion de réalisme, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on est en... c'est une question que je pose, hein, d'ailleurs, hein, j'ai des éléments de réponse, mais je ne les donne pas forcément. Est-ce qu'on est dans quelque chose... Parce que nous, on est très, finalement, technologique, même finalement dans l'identité graphique, dans le calcul du bilan carbone, dans la labellisation. On est dans un nouvel âge du transport. C'est un peu comme ça qu'on se présente, même si, effectivement, il peut paraître y avoir la contradiction du vieux gréement, étant donné que, comme je disais, ils sont existants, même s'ils ont tous les autres désavantages. Je pense que c'est quelque chose vers lequel nous on va aller, c'est évident. On ne sera probablement pas en alu, mais probablement plus en acier aussi, pour des questions tout simplement de poids, de résistance, de ce qu'on peut en faire. Il n'est pas évident qu'aujourd'hui, un avantage comparatif d'un produit transporté à la voile sur l'étal d'un magasin soit strictement dû à l'innovation technologique du bateau qui l'a transporté. Je dis juste que ce n'est pas évident. Même si ça peut effectivement, à disons une niche de gens, de se dire effectivement il y a vraiment quelque chose qui se passe, etc. Et c'est probablement vers ça que nous on va tendre aussi. Il y a une dimension qui reste fondamentalement émotionnelle dans ce qu'on fait. Et notamment même chez les jeunes. Enfin, et c'est pour ça qu'on est aussi, quelque part, voilà. Est-ce qu'on va vers le traditionnel? C'est ce qu'on discutait avec Jorne, Andreas, là en février dernier. Est-ce qu'on va sur du gréement traditionnel ou est-ce qu'on va sur un gréement type Dyna-rig, comme ça? Même si la carène pourrait être... parce que ça n'implique pas juste de la manœuvrabilité différente, un équipage, parce que la plupart des équipages du Tresson-Brest, c'est des gens qui viennent là bénévolement, vous devez le savoir. Ils viennent bénévolement, parce que c'est quelque chose, quand on a 20 ans, 22 ans... C'est pas le problème, c'est pas une stratégie de transport. Mais je suis d'accord. C'est une stratégie de tourisme. Mais c'est une stratégie qui se doit d'être... Alors je ne dis pas que c'est la bonne, hein. Moi j'ai tendance à la critiquer aussi. Mais, je suis d'accord. Je vais prendre la dernière fois parce que c'est pour moi qui fais la conférence. Mais je veux dire, de toute façon, si vous voulez que ça marche un peu, il faut quand même qu'il y ait une certaine masse. Si vous voulez que les 5% des consommateurs puissent choisir un produit qui a été transporté par un voilier, il en faut des milliers de tonnes. Mais bien sûr. Il faut avoir ces idées-là. Bien sûr. Non, mais vous avez mis... Pardon, juste pour en revenir. Un importateur, j'allais dire équitable, bio, de produits en France, hein, ils font notamment des biscuits, du chocolat, des choses comme ça, nous demande 1500 tonnes de sucre annuellement. C'est évidemment, avec les petits bateaux qu'on a, quelque chose qu'on n'est pas du tout capable de faire. C'est un vrai Everest, technologiquement, de transporter 1500 tonnes à travers l'Atlantique à la voile. C'est en plus une autre stratégie, j'allais dire, de multiplication d'effets de levier de ça, c'est qu'en l'occurrence ce sucre rentrerait dans la composition de biscuits, donc ce serait en gros 5% du biscuit. Mais ces 1500 tonnes de sucre seraient vendues comme des biscuits dont le sucre a été transporté à la voile.
ce qui, j'allais dire, multiplie les faits. Même si, de même que je ne dis pas le chocolat transporté à la voile, mais le chocolat dont les fèves sont transportées à la voile, on peut toujours critiquer, etc. Par contre, il est important pour nous d'essayer d'avoir un impact quantitatif. Donc, les bateaux sont pleins à l'heure actuelle. On rangeait des bouteilles de vin dans les bannettes il n'y a pas si longtemps. Il est évident qu'on a besoin de bateaux qui aillent à 60-70 mètres, qui soient des choses qui rajoutaient un zéro derrière. C'est-à-dire qu'on ne compte plus en dizaines de tonnes, mais on a besoin rapidement de penser en centaines de tonnes. Et c'est un peu à ça qu'on travaille. Quand on parlait de patrimoine, etc., je prenais l'exemple du Cutty-Sark. Si on se met à dire, imaginons quelqu'un veut construire un cargo de 70 mètres, 80 mètres, technologique, il pourra ensuite avoir accès certainement à des fonds de subventions de type, je ne sais pas, des propulsions hybrides hydrogène par exemple, des études en soufflerie, des études en bassin gratuites, des choses comme ça. Si par exemple on dit à l'inverse, on va essayer de construire le Cutty-Sark, bateau donc du début du 20e, fin 19e, il aura quant à lui accès à tout un tas de subventions de type patrimonial, etc. et des levées de fonds, notamment par exemple en Angleterre, qui seraient énormes. Après, est-ce qu'on est dans le joujou, dans l'amusement, dans le tourisme, la carte postale, ou est-ce qu'on est dans une vraie alternative logistique? Enfin, j'allais dire la réponse est plus dans la question, en ce qui me concerne, mais c'est aussi une question qu'il faut se poser. On est dans une situation, ici, on est un petit peu dans une sorte de soupe fondamentale qui précédait le Big Bang. On n'est pas dans quelque chose qui soit très décidé. Nous, on essaie un peu d'y voir clair, on essaie de faire des choses de toute façon, mais je rappelais, tout en haut, c'était humilité. On est à un stade relativement précoce de ce qu'on fait, même si ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. On a transporté jusqu'à présent, tout compris, toute route comprise, environ 220 tonnes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est mieux qu'un coup de pied aux fesses, comme on dit. Vous avez peut-être des questions? Les guitares, je ne peux pas leur passer. Oui. Sur la fréquentation des routes maritimes qui a été évoquée tout à l'heure, si on peut se rappeler les débats que ça avait entraîné, nation par nation, avant d'arriver à un accord pour limiter les itinéraires. Et donc un tout petit peu ce qui a été survolé sur les approches d'une réglementation qu'il faudrait obtenir pour la navigation d'un tel bateau. Les inquiétudes qu'il y aura sans doute sur sa manœuvrabilité dans un peu encombré, etc. Moi j'évoquerai juste le débat dans lequel on commence à s'approcher actuellement et avec sacrément de précautions et sacrément de difficultés déjà sur l'activité des drones actuellement. C'est-à-dire les interrogations qu'il y a pays par pays, parce qu'ils apportent d'un seul coup, on n'ose pas dire que c'est un avion, ce que ça apporte sur la manœuvrabilité, l'impossibilité pour quelqu'un qui est totalement étranger à sa manœuvre, c'est-à-dire tous les autres, particulièrement les habitants de l'île. Donc actuellement, on fait des petites conférences, on approche des services concernés dans chaque pays. Ça semble vraiment, on met en place des questionnaires, mais ça semble vraiment très long et pas encore prêt à obtenir une réglementation. Non, il y a l'émergence de toute une nouvelle grappe technologique avec la miniaturisation des systèmes de commandes embarquées, etc. Avec des gens qui sont en train de zigouiller des gens en Afghanistan depuis leur appartement quasiment dans le Wyoming. C'est tout un tas de questions qui se posent, qui émergent globalement du droit de la guerre, enfin du droit international, et qui ensuite se développent par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire. L'idée d'avoir un cargo à voile, effectivement, on sait bien que la réglementation d'aujourd'hui ne s'inspire que de la situation d'hier. La loi n'est que le reflet du rétroviseur. Elle n'est pas là pour anticiper ce qui va se passer, ni même pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Elle est toujours en retard. La loi acte quelque chose a posteriori. Non. C'est vrai. Oui. Vous hochez la tête fondamentalement. Le législateur vient acter une situation de fait
a posteriori globalement, va adapter le texte à des changements sociaux, technologiques, etc. Et quand c'est suffisamment mûr. Pour le transport pour le cargo à voile du futur, il est évident qu'il ne faut pas regarder la réglementation aujourd'hui pour savoir ce qu'on peut faire. Nous, on s'en rend bien compte. Il y a un jeune M2 en droit maritime, Groisillon d'ailleurs, qui connaît très bien Biche, qui vient nous rejoindre là dans nos bureaux cet été, justement pour faire une proposition, une sorte d'adaptation de NUC, voire une ouverture sur la réglementation commerce pour ce type de transport-là. Il faut écrire la loi de ce qui peut-être est le cas pour nous aujourd'hui, une sorte de zone grise. On n'est pas des brigands, hein, enfin on n'est pas des bandits, hein, tous les droits de port sont payés, on fait tout ça très bien, on n'est pas bête, on a un sens marin, etc. Mais on évolue quand même dans une zone grise. Et quand on est dans une zone grise, on sait que ce n'est pas de nature à attirer des investisseurs, à rassurer, etc. Donc il est important pour nous de clarifier ça. Je pense que le droit des drones, j'y connais rien, hein, mais à terme, voilà, on va, de même que, je sais pas, le droit à Internet, il y a 10 ou 15 ans, ou des choses qui émergent, le droit a dû s'adapter, quoi. Nous, en termes d'AFMAR, de dispositions légales, sur le pavillon français, je parle, parce qu'il y a d'autres pavillons qui sont plus souples. Je pense aux îles Cook, je pense aux îles Jersey notamment, les Channel Islands. Il est évident qu'il va nous falloir à un moment une réglementation, une adaptation de ce qu'on fait. Mais on s'y applique. On a déjà fait des questions parlementaires au Sénat. On a déjà l'oreille là-haut de ministres. Ils nous regardent tout là-haut. Parce que ça voilà. C'est leur rôle, hein, de législateur. Donc le drone, je ne connais pas. Dans les projets de développement, particulièrement en France, en général, on trouve de l'argent si on est associé à une entreprise du CAC 40. Sinon, c'est un peu difficile. Donc la CGM, l'ex-Delmas-Vielleveux, est-ce que vous auriez une oreille attentive de leur part? Parce que si vous vous associez pas à eux, compte tenu du nombre d'étapes que, enfin moi je perçois, hein, entre effectivement ce bateau, le Biche, puis ensuite un cargo 40 mètres avec une propulsion un peu moderne, même si on récupère ce bateau africain qui peut être transformé, voire ensuite à passer un peu plus gros, ça fait, allez, perspective c'est 25 ans, quoi. Hein. Oui, ça peut s'accélérer assez vite. Hein, la question, c'est quand est-ce qu'on commence vraiment? Une fois la CGM, des petits bateaux, ça n'intéresse pas les grosses compagnies de navigation. Eux, ils font du fret international. Oui, mais ça peut être du prototype. Ça peut être un prototypage, une expérimentation façon, sur... Ils peuvent apporter leur vol, apporter leur coopération financière, disons, au projet. Ah, ouais. Parce que là, vous aurez des essais à faire en bassin, tout à fait, en soufflerie. Au moins en termes d'image, etc. Il est tout à fait possible que demain matin, j'apprenne comme vous par communiqué de presse dans les journaux que CMA-CGM a décidé de se construire un écoliner. Déjà parce que ça lui permettrait un gros retour d'expérience sur telle ou telle technologie, etc. Et en plus, ça lui ferait une publicité, pas à bon coup, mais ça lui ferait une publicité vraiment importante. À ce moment-là, nous, les Anglais avec lesquels on travaille, les Hollandais, d'autres projets, vont tranquillement finir leur vie dans des livres d'histoire. Et puis voilà, on n'en parlera plus, ce sera fini. Il n'y aura plus aucune pertinence à ce qu'on fait. Pourquoi je pense que ça ne se fera pas? Justement pour cette raison-là, pour une histoire fondamentalement de logiciel dans lequel on évolue. On est dans le gigantisme, on est dans du rabaissement de coûts au centime près sur du CMA-CGM et sur de toute façon l'émergence du transport maritime tel qu'on le connaît aujourd'hui, en même temps que l'émergence globalement de la route et du camion et des compagnies pétrolières. Donc on est, quand on regarde en termes d'actionnariat partagé, etc., on est encore une fois sur ce même logiciel, sur ce même partenariat sous-tendu. On a dans ce qu'on fait, finalement, même si c'est positif, on est bien gentil avec nos modèles patrimoine, mais sait-on jamais ce qui se passera dans le futur, on a quelque part une posture qui est assez radicale. Et qui, si dans 25 ans ou dans 20 ans, 10 écoliners comme ça traversaient l'Atlantique dans tous les sens, que une quarantaine d'autres un peu plus petits faisaient tout le grand cabotage européen,
on commencerait à tailler relativement des croupières dans des systèmes économiques bien installés de type rente, donc voilà, on est assez subversifs et radicaux par rapport à ça. Et alors ça, c'est un pari un peu personnel. Je pense qu'on ne verra ni Maersk, ni CMA CGM, ni les Italiens, ni les Grecs, ni les Américains investir dans de l'écoliner, parce que déjà c'est une technologie qui est certaine, ça c'est une vue d'artiste, sur notamment la forme de carène, etc. On a l'impression qu'il flotte le bateau, qu'il existe, qu'il est sur le quai roman. Non, il y a quand même énormément de travail avant d'y arriver, notamment parce que Dykstra fait du voilier traditionnel, elle n'a aucune idée de faire de la carène pour de la charge. C'est quelque chose, voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Alors c'est un pari un peu qu'on fait. Je pense que les grandes compagnies maritimes, pétrolières j'allais dire, n'investiront pas du tout dans cette technologie, iront vers le GNL, vers le gaz naturel liquéfié, certainement, iront vers des carènes encore plus efficaces, des systèmes d'hydrodynamique encore meilleurs, iront vers des types d'anti-fouling qui permettront de gagner le demi-nœud ou le quart de tonne de fuel par jour, etc. Et il y a encore de quoi aller relativement loin sur du gaz, etc. Mais n'iront pas vers cette technologie-là. Je pense. Parce que c'est quelque chose qui est antinomique à leur identité fondamentale. Faut demander à Brittany Ferry, là. C'est des Bretons en plus. Et ils travaillent, eux, ils sont limités. Je ne sais pas s'ils vont en Espagne d'ailleurs. Si, ils sont en Europe. Ouais, voilà, c'est le genre de circuit qui serait intéressant. Alors, le problème, c'est que je suis filmé, mais je vous raconterai bien la façon dont nous, on a essayé de travailler notamment avec les gens de... Vous savez, qui produisent des légumes en Bretagne Nord, en disant, regardez, on va prendre un gros voilier, mais c'est... voilà, on va emmener en Angleterre. Bah non, parce que à la fois la société de transport, dont j'ai oublié le nom, qui est propriété de la Britannie, et la Britannie ont la monopole absolue sur le transport transmanche de ces légumes. Mais combien tu mets de camions dans ton voilier? Voilà, c'est ça. Non, on voulait faire 8 tonnes d'artichauts et d'oignons, pas complètement Johnny's, mais un peu quand même. Non, on nous a dit qu'il y a des contrats d'exclusivité qui existent sur la logistique. Donc on a compris ce que ça voulait dire, d'un point de vue britannique. On pourrait même faire un mot ou deux sur les bonnets rouges et la Cotax, mais là je vais commencer vraiment à me faire des ennemis. Merci d'être venu.